Bien, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin pour cette table ronde qui s'intitule De la RSE à la régénération. Vous voyez, on a un panel riche ce matin et très complémentaire. L'objectif de la table ronde, c'est de montrer un petit peu la graduation d'un cheminement d'une organisation qui démarre sa RSE et qui progressivement franchit des étapes en se formant, en se documentant pour tendre vers les modèles régénératifs. Et c'est avant tout par des retours d'expérience, des témoignages très concrets d'acteurs et de réseaux qui le vivent au quotidien qu'on va voir un petit peu cet escalier se dessiner. On va faire 2 tours de table avant les interactions avec la salle. Il y aura un premier tour de table où chacun va pouvoir apporter son témoignage sur le sujet. Et puis, le deuxième tour de table sera plutôt des réactions croisées aux propos des uns et des autres, permettant de rebondir. Et puis, après, on fera circuler un micro pour soit des questions, soit des témoignages ou des réflexions que vous souhaiteriez partager avec nous. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter au fur et à mesure des prises de parole. On va commencer avec l'équipe de BGE Picardie, Hélène Rouse et Sébastien Ridou, qui sont avec nous juste en face. Donc, Hélène, au niveau de BGE Picardie, vous accompagnez beaucoup d'entreprises du territoire dans la sensibilisation à la RSE. Avec des constats divers et variés sur les degrés de maturité. Est-ce que tu peux nous partager ces constats et décrire aussi vos actions ? Tout à fait. Merci à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis responsable de pôle économie sociale et solidaire au sein de BGE Picardie. BGE Picardie s'est créé sur des volontés de réussite individuelle et collective et des volontés de développement de richesse économique dans les territoires. L'idée, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat pour tous. Donc, on a différents outils, différents dispositifs pour aller vers les personnes pour développer leur entreprise. Pour vous donner juste un éclairage sur le nombre de personnes qu'on accompagne, c'est plus de 18 700 bénéficiaires de nos actions, plus de 9 000 personnes sensibilisées à la création d'entreprises. C'est 5 500 emplois créés sur la Picardie. Et donc, par rapport à ça et par rapport à ce flux très important, on peut se dire aussi qu'on rebondit sur l'écosystème favorable au niveau de l'État et au niveau de la métropole, puisque concrètement, nous, on a des flux assez importants. Mais aussi, quand on voit l'actualité, on sait que le nombre d'entrepreneurs à des records. Chaque année, on entend plus de 1 million de créations d'entreprises chaque année. Donc, c'est un flux très important et nous, on est là aussi pour gérer ce flux de créateurs d'entreprises. Après, mes propos doivent être nuancés puisque quand on regarde qui crée les entreprises, quel type d'entreprises sont créées, c'est des micro-entreprises, des personnes qui vont créer leur entreprise tout seules. On agit beaucoup sur ces flux. Il faut savoir que 2/3 de la création d'entreprises sont des micro-entrepreneurs. Et quand on regarde le revenu moyen de ces entrepreneurs, alors ça ne veut pas dire grand-chose, un revenu moyen, mais ça donne quand même une grille de lecture, c'est 590 € par mois. Donc, ça a pour aussi contexte de dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la double activité parfois subie. Pourquoi je dis tout ça ? Parce qu'en fait, il faut prendre en compte aussi cette réalité quand on parle de RSE. Quand on parle de RSE, on parle parfois des tout petits qui sont dans d'autres logiques, qui sont dans des logiques parfois économiques dures où ils tombent de haut parce qu'ils se rêvaient entrepreneurs et pouvoir vivre de leur emploi et ils n'y arrivent pas forcément. Et donc, il faut prendre en compte le concret des choses pour leur proposer des choses qui sont adaptées. Nous, on a proposé, donc on essaye, on expérimente des différentes solutions. On met en place des ateliers collectifs sur la RSE. Pourquoi ? Parce que le collectif, ça permet aussi de montrer que chacun peut y arriver, chacun peut avoir des démarches, chacun peut avoir des conseils pour les autres. Et puis, comme nos territoires sont pas non plus énormes, on travaille sur la Picardie, les gens peuvent encore se croiser et peuvent créer des liens les uns avec les autres dans la durée. Et donc, c'est comme ça qu'on souhaite porter
les bonnes pratiques, les choses très concrètes pour les uns et les autres, sans jamais dire vous faites mal ou flécher des comportements en disant voilà vous êtes dans un contexte où il faudrait que voilà, en disant voilà quelles sont les bonnes pratiques et peut-être s'amener à réfléchir sur comment avancer pas à pas dans cette réflexion. Il faut aussi dire qu'on est dans la création d'entreprise, donc on voit aussi beaucoup d'entrepreneurs se lancer dans le conseil RSE. À ce jour, il y en a beaucoup qui se lancent, mais en même temps, en face, est-ce qu'il y a vraiment des ressources pour pouvoir payer cette expertise? C'est compliqué. Je suis responsable de pôle ESS, donc je vais dire quelques mots sur les structures que j'accompagne, les structures d'économie sociale et solidaire. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas assez de bons exemples de structures de l'ESS qui montrent l'exemple aussi en disant voilà, moi, ce que j'ai fait et je draine un collectif sur mon territoire. C'est ce que je regrette. On a un dispositif qui s'appelle le dispositif local d'accompagnement dans l'Oise. Et dans les dispositifs locaux d'accompagnement, malheureusement, je regrette que cette thématique RSE ne fasse pas partie des besoins des structures qu'on accompagne. Je te coupe pour les acronymes parce que en fait, ça nous paraît naturel de dire RSE, ESS, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas ce type d'acronyme. RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, et ESS, économie sociale et solidaire. Je passe la parole à mon collègue, du coup Sébastien, qui travaille particulièrement dans la Somme. Merci. Donc moi je suis Sébastien Ridoux et je suis donc conseiller ESS sur le territoire de la Somme. Donc j'accompagne les créateurs d'entreprises de l'économie socialiste solidaire jusqu'à la création de leur structure et puis ensuite je les accompagne dans le développement pendant les 3 premières années. Alors nous, chez BGE, on a cette chance de connaître en fait le tissu des nouvelles entreprises avec de l'innovation, notamment l'innovation sociale chez nous dans l'ESS. Et donc, la RSE, c'est une volonté aujourd'hui de beaucoup d'entreprises de la mettre en place, notamment au niveau des PME, parce qu'on peut considérer que ce sont les structures qui ont le plus de ressources aujourd'hui. Une PME qui est bien installée peut normalement a plus de chances de mettre en place une politique RSE qu'une structure qui est en décollage en fait. Voilà. Et donc nous, notre rôle, c'est de mettre en lien ces structures avec donc les structures déjà existantes et qui sont bien installées avec les nouvelles structures qui se créent. Voilà. Sinon, c'est très difficile pour une structure qui vient de se créer d'aller chercher des clients, de répondre à un besoin. Comme le disait Hélène juste à l'instant, il y a plein de structures qui vont se créer, notamment au niveau du conseil RSE. Mais s'il y a personne derrière pour mettre en place ces conseils, c'est un peu compliqué. Alors, je vais vous donner un exemple concret un exemple de ce qu'on peut accompagner sur le territoire de la Somme, puisque c'est le territoire que je connais le mieux. Il y a un thème qui est très important, c'est l'approche aidance. C'est-à-dire on constate aujourd'hui que il y a de plus en plus de personnes qui sont pas autonomes, d'accord ? C'est une tendance qui ne va pas s'améliorer, en tout cas dans les prévisions aujourd'hui. Et donc, il y a des gens qui s'occupent de ces personnes qu'on appelle les proches aidants. Voilà. Ça représente aujourd'hui 15% des Français. 15% des Français sont des proches aidants. Voilà. Et ces proches aidants ne restent pas forcément 24 heures sur 24 avec la personne qu'ils sont en train d'aider. Souvent, ce sont des travailleurs. Voilà. Et donc, si on prend un exemple très concret d'un papa ou d'une maman qui a un enfant handicapé, il va devoir souvent poser une après-midi pour emmener l'enfant dans un rendez-vous médical. Et si on prend l'exemple d'aller poser une après-midi pour emmener son enfant dans un rendez-vous chez l'orthophoniste, par exemple, eh ben, ça veut dire qu'il va devoir poser une demi-journée, donc ça va être prélevé sur ses congés, il va prendre son enfant, il va aller chercher à l'école ou à l'IME, il va l'emmener chez l'orthophoniste, et puis il va attendre dans la salle d'attente, et puis il va récupérer son enfant, et puis il va rentrer chez lui. Et donc c'est un stress pour lui, parce qu'il se dit, moi j'ai loupé le travail, le temps que j'ai pris, il va falloir que je le rattrape, j'ai des choses à faire, etc., etc. Et en fait, dans cette situation, il n'y a pas vraiment de gagnant. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va être déstabilisée parce qu'elle a un collaborateur qui s'absente régulièrement. Mais
même si c'est une très très bonne entreprise, même s'ils sont super sympas, ça risque quand même au bout d'un certain temps de déstabiliser l'équipe. Voilà. Et puis on a le parent qui va poser des congés régulièrement, qui sont censés être des périodes pour lui pour se reposer ou se détendre. Et en fait, il va utiliser cette période normalement de repos pour aller faire des choses avec son enfant. Donc, à un moment donné, ça va poser un problème et ce qui se passe dans la réalité, même si c'est un super papa, même si c'est une super maman, ils vont avoir tendance à remettre en question leur carrière ou changer de travail, prendre un travail peut-être qui leur plaît moins, mais avec des horaires plus flexibles, etc. Et puis l'enfant, alors on pourrait se dire, lui, il est content d'être avec ses parents, mais est-ce qu'il préférerait pas être avec ses parents je sais pas, pour aller au parc, pour aller au cinéma ou pour tout simplement passer une demi-journée de détente avec ses parents? Je pense que si. Et donc, même si on a une super entreprise qui va créer, qui va mettre en place des horaires flexibles, qui va mettre en place un emploi du temps adapté pour ce parent, son travail, c'est pas d'inventer une nouvelle solution. D'accord? Mais on a de la chance d'avoir des entrepreneurs qui créent ces nouvelles solutions. Et donc, nous, notre travail aussi, en tant que accompagnateur de création d'entreprise et de développement des entreprises, c'est de mettre en relation ces gens. Et donc, pour l'exemple, je vais vous donner 2 exemples de structures qui existent sur ce thème et qu'on est en train d'accompagner dans la Somme avec BGE Picardie. On a une structure qui s'appelle Adapt & Go, qui va voir le jour très prochainement, officiellement. Et donc, le principe, c'est des professionnels de l'accompagnement, des personnes en situation de handicap, qui vont aller chercher l'enfant à l'école, qui vont l'emmener chez l'orthophoniste, ils vont rester avec lui, et ensuite ils vont le ramener à l'école. Voilà. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est une solution qui semble simple, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Autre chose, c'est un tiers-lieu qui va s'appeler Autrement, qui va permettre en fait aux proches aidants de venir, de prendre le dossier, vous savez, le 6 millième dossier qu'on doit monter pour avoir une subvention de ceci ou un remboursement de cela. En fait, ils vont prendre directement le dossier et ils vont le faire gratuitement à la place du parent, ou en tout cas du proche aidant. Voilà. Ça aussi, on pourrait penser que ça existe, mais non, ça n'existe pas. Et ce sont 2 projets concrets qu'on va accompagner, qu'on accompagne et qu'on va aider à développer dans la Somme. Voilà. Merci pour votre témoignage à tous les deux. Donc là, on voit bien que dans le territoire, la réalité du quotidien des TPE-PME, elle est loin des grands concepts de régénération. C'est déjà de faire tourner la boutique, de gérer des difficultés très concrètes du quotidien de chacun et de chacune. Et donc là, vous intervenez surtout par de la mise en relation ciblée qui permettent de décharger l'entreprise qui souhaiterait agir, de chercher des solutions en interne et de les porter alors qu'ils n'en ont pas le temps ni nécessairement toutes les compétences, et de s'appuyer sur un écosystème territorial qui permet de le faire. Donc on est vraiment là sur phase de sensibilisation et mise en route des premières actions. Et puis on va voir un deuxième palier avec Marguerite Descamps, qui est responsable du développement de l'accompagnement chez BPI France et qui a travaillé avec l'ADEME entre autres sur des programmes déjà largement déployés. Tu nous partageras les chiffres, mais également des dispositifs nouveaux qui se mettent en place cette année et qui donnent l'impulsion à des PME peut-être un petit peu plus grandes en termes de taille et qui veulent amorcer carrément une notion de transformation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous avez déjà mis en place et ce qui arrive prochainement ? Merci Mickaël et merci pour cet accueil dans ce lieu très inspirant où je pense qu'on peut, comment un nouveau business model s'invente et se déploie. BPI France aujourd'hui s'est autodéclaré, ou en tout cas s'est souhaité Banque du Climat. Comme tu l'as reprécisé, RSE, responsabilité sociale des entreprises, sociétale des entreprises aussi, sur 3 volets, la gouvernance, le social et l'environnemental. Comment est-ce que le climat ou l'environnement a un impact sur une entreprise et comment l'entreprise a des impacts sur l'environnement et le climat. Aujourd'hui, c'est plutôt ce 3e pilier qu'on a souhaité développer côté BPI France en partenariat avec l'ADEME. Donc, on s'adresse sur des entreprises qui ont
parfois aussi petites que celles décrites côté PGE, mais souvent sur des entreprises déjà plus matures, qui sont sur un site, qui ont une dizaine de personnes qui travaillent, et on peut aller jusqu'à beaucoup plus grand. BPI France, c'est la banque des entreprises PME et TI françaises. Donc on va les accompagner. Et sur le sujet de l'impact environnemental des entreprises, on a souhaité développer avec l'ADEME 4 dispositifs. On a décidé avec Michael que je parlerai que de celle-là et c'est à venir. Pour appuyer les entrepreneurs et dirigeants d'entreprise à répondre à des questions qui se posent aujourd'hui au quotidien, que posent à la fois leurs clients, leurs grands donneurs d'ordre, quand on est une PME sous-traitante de Mobion, quand on est une PME sous-traitante de Total, de Suez, de Veolia, quand on est aussi soi-même une entreprise cliente, d'entreprise plus petite, quel rôle on peut jouer sur ces enjeux environnementaux. Et puis, des questions techniques que posent aussi les consommateurs, les clients que nous sommes, chacun dans notre consommation d'achat. On parle beaucoup aujourd'hui d'atténuation de gaz à effet de serre. Vous savez que les entreprises sont aujourd'hui soumises à une obligation réglementaire de réaliser leur bilan carbone. Alors ça vaut pour des entreprises de plus de 500 personnes. Mais sachez que côté BPI France et l'ADEME, on a souhaité pouvoir appuyer les entreprises volontaires qui souhaitaient s'engager dans cette première démarche de transition, puisque pour arriver à l'économie régénératrice, c'est plutôt, alors je dirais pas une utopie, puisqu'ici on voit qu'elles peuvent se réaliser, mais en tout cas c'est un modèle sur lequel il faut repenser complètement un modèle d'affaires. Mais ce qui est bien pour pouvoir repenser son modèle d'affaires et se demander si dans un monde bas carbone, aux ressources limitées en 2030, 2040, 2050 on existe encore, c'est de savoir quel est notre point de départ. Où est-ce que, quelles sont nos premières, quel est l'état des lieux, où est-ce qu'on a les premières mesures à poser. Donc aujourd'hui, BPI France et l'ADEME proposent aux dirigeants d'entreprises jusqu'à 500 personnes de réaliser un premier bilan carbone, et on en réalise près de 2000 par an, et on a vocation à appuyer encore plus d'entreprises. Premier élément. Deuxième élément, vous n'êtes pas sans savoir que les dirigeants d'entreprises ont été très touchés par la guerre en Ukraine et la question des factures énergétiques. Alors vous tous, vous avez normalement vu vos factures de chauffage augmenter potentiellement, mais pour les entreprises, ça touche aussi leurs moyens de production. C'est pas uniquement le confort, et c'est important des salariés dans les bureaux, mais c'est aussi d'abord comment est-ce que je produis, comment est-ce que je continue à produire à un coût qui reste suffisamment accessible pour que la marge permette à l'entreprise de vivre. Donc, on leur a proposé un deuxième outil. Alors, dans l'ordre temporel, il existait avant, mais il a explosé après la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le diagnostic écoflux. Donc, qui permet aux entreprises d'adresser 4 flux: eau, énergie, matière, déchets. Donc, je vous le dis, le flux énergie, vous le comprenez tous. Mais sachez qu'aujourd'hui, là, un des grands enjeux des entreprises françaises, c'est la question de l'eau, puisque vous le savez, alors ça ne se voit pas avec le temps pénible qu'on supporte tous, mais n'empêche, la question de l'eau, qui est une ressource rare en quantité et en qualité, se pose de plus en plus, notamment pour les industriels. Et j'y reviens, c'est une question aussi de process industriel. Troisième élément, l'économie régénératrice, c'est souvent aussi des nouveaux produits et services qui sont proposés et qui vont limiter dans la plupart du temps, puisque c'est une réflexion écosystémique qui est posée, la question des multi-impacts que pose la création d'un produit, service ou procédé. On a parlé gaz à effet de serre, on a parlé eau, énergie, déchets, mais il y a plein d'autres impacts quand on crée un nouveau produit, quand on repense son produit. Créer une machine à café, ça pose des questions en termes de matière, de ressources utilisées, de comment elle est transportée. C'est ce qu'on appelle l'analyse d'un cycle de vie d'un produit. Et donc, on propose avec l'ADEME aujourd'hui d'appuyer les dirigeants d'entreprise dans la révision de dans l'analyse de cycle de vie d'un produit, et pour permettre l'obtention d'écolabels européens. Et puis, dernier, et plutôt dans les perspectives à venir, puisque on est ici en Picardie, pas très loin des Hauts-de-France, partie de la région. Les enjeux d'adaptation arrivent aujourd'hui de plus en plus, l'adaptation aux risques physiques climatiques, les sécheresses,
si je prêche pas forcément aujourd'hui pour le bon aléa climatique, mais au moins les inondations. Donc c'est un enjeu pour vous tous, hein, quand vous sortez et que vous êtes obligés de mettre vos bottes et vos surets, mais pour les dirigeants d'entreprise dans leur chaîne de valeur, ça veut dire que parfois ils ont sur leur site une interruption d'activité parce qu'ils ont les pieds dans l'eau. Ça veut dire aussi qu'ils auraient dû être livrés à temps pour pouvoir faire une transformation X ou Y d'un produit type agroalimentaire. Ben, ils n'ont pas livré parce qu'en fait, le site qui est à 500 km de là a été inondé. Donc, comment est-ce qu'on renforce la résilience de nos entreprises françaises à tous ces enjeux? Ben, c'est le sujet de l'adaptation auquel on réfléchit avec l'ADEME et sur lequel on proposera un 4e dispositif clé en main pour les entreprises. Et je vais m'arrêter là parce que c'est déjà long, mais simplement de vous dire que c'est pas BPI France qui fait, c'est pas l'ADEME qui fait, c'est les bureaux d'études techniques qui interviennent pour notre compte dans les entreprises et sur lequel on vient ajouter une subvention pour que ces produits soient les plus accessibles à tous. Et on pense que ces premières briques sont les premières briques nécessaires à demain repenser des modèles régénératifs. Merci pour ta présentation. On va continuer avec Lorraine. On va te faire passer un micro. Lorraine Collard, qui au CJD est responsable prospective et influence. On va peut-être rappeler brièvement ce qu'est le CJD et puis le nombre d'adhérents. Et en particulier, Lorraine va nous parler d'un nouveau programme d'accompagnement dans le changement de modèle. Et donc, on va voir par rapport aux différentes interventions qu'on continue de monter les marches parce que quand l'entreprise a les capacités, à la grille de lecture et la compréhension qui lui permet de véritablement envisager de transformer son modèle économique, c'est un cheminement qui prend du temps, qui nécessite de rencontrer tout un tas d'expertises. Et c'est un petit peu ce que va nous partager Lorraine. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Lorraine Collard, j'ai un titre un peu pompeux. Je suis désolée, je suis responsable influence et prospective. Donc mon travail consiste à accompagner les adhérents et les dirigeants d'entreprise à traduire leur réalité de terrain en recommandations sociétales, en recommandations de bonnes pratiques et en recommandations bien sûr politiques. Voilà, pour faire simple. Donc d'où est-ce que je parle? Je représente ici un mouvement, une association de dirigeants d'entreprise. Donc nous, on est une association de personnes physiques, c'est important de le dire. On ne représente pas les entreprises, on représente leurs dirigeants. Et je suis assez touchée de parler ici au Familistère parce qu'on a été créé en 1938 dans la suite des grandes grèves de 1936 par une frange du patronat qui critiquait la position patronale majoritaire à l'époque et était plutôt du côté de l'alliance avec les collaborateurs. Donc forcément, ce lieu chargé d'histoire fait écho aussi à l'histoire du CJD puisque nous on a vraiment vocation et dans nos textes fondateurs on a vraiment vocation à travailler sur la posture du dirigeant et sur diriger autrement que dans l'image patronale classique qu'on peut avoir, donc sur des hiérarchies très pyramidales qui ont pu exister par le passé et qui existent toujours aujourd'hui dans les modèles dominants. Voilà, je tenais à dire ça. On représente aujourd'hui donc 6000 dirigeants de très petites entreprises à PME de moins de 250 salariés. Ça aussi, c'est important de vous le dire. Et on a donc à peu près 15% qui sont dans le BTP, une partie aussi qui est dans l'industrie. Donc, on n'est pas que dans le serviciel. Voilà, ce mot introductif, on peut passer sur le thème qui est le nôtre aujourd'hui, sur la RSE. Le CJD s'est créé vraiment sur la volonté de mettre l'entreprise et l'économie au service du bien commun, c'est-à-dire de questionner ce qui était produit par l'entreprise et le sens et le rôle de l'entreprise, de chaque dirigeant membre du mouvement. Dans la société, à quoi elle servait, quelle était son utilité, comment est-ce qu'elle faisait vivre le monde du travail à ses collaborateurs. Et donc aujourd'hui, les questions qui se posent et qui nous amènent à penser l'économie régénératrice aussi, c'est de se dire comment est-ce que nos modèles économiques percutent la société dans laquelle on vit. Et la société dans son ensemble, y compris l'ensemble de la question environnementale. Et je dis l'ensemble de la question environnementale parce qu'il n'y a pas que le dérèglement climatique, il y a aussi toutes les questions autour de la biodiversité, autour de la gestion de l'eau, autour des limites planétaires. Je n'y reviendrai pas tout de suite, mais on pourra en parler, même si je ne vais pas faire l'habituel discours très déprimant sur la situation.
Voilà, donc nous, notre questionnement au CJD, c'est comment est-ce que l'entreprise peut changer, comment est-ce qu'elle change dans ses pratiques au quotidien, au niveau de l'économie locale, puisque nous sommes des TPE-PME implantés sur les territoires, pour transformer l'économie de manière concrète. C'est pas des questions qui sont simples, mais c'est des questions auxquelles on arrive à répondre par l'intelligence collective à l'échelle des territoires, en mettant autour de la table l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes, donc les dirigeants d'entreprise, bien sûr, mais aussi tous les collaborateurs, tous les travailleurs au sein de l'entreprise, pour réfléchir à des modèles de gouvernance partagés. Donc nous, on est sur de l'entrepreneuriat classique, société à capitaux. On a une très petite partie de nos membres qui sont dans l'ESS. Le reste, c'est vraiment de la société classique à capitaux. Et du coup, c'est dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on arrive à partager la gouvernance, déjà, pour bosser en intelligence collective au sein de l'entreprise et pour que l'ensemble des collaborateurs soient inclus. Comment est-ce qu'on arrive à partager la valeur, enjeu absolument crucial aujourd'hui, sur la répartition des richesses et sur les modèles économiques qui nous permettent aujourd'hui que le travail soit plus rémunérateur. Comment est-ce qu'on arrive à travailler avec les collectivités locales, les besoins des territoires. C'est forcément évidemment en lien avec les acteurs qu'on a ici. Comment on travaille avec la banque publique d'investissement, comment on travaille avec la Banque des Territoires, comment est-ce que tous ces acteurs-là peuvent créer des écosystèmes vertueux à l'échelle locale, parce qu'on est convaincu que la réponse, elle commencera par l'échelle locale. On a très souvent l'impression que le diagnostic est national, voire international sur la situation économique. Nous, on travaille vraiment sur le diagnostic local. Ce qui m'amène du coup, je pourrais vous présenter un certain nombre de choses qu'on fait. On expérimente aussi beaucoup la semaine de 4 jours pour avoir un autre rapport au travail, pour faire autrement, pour faire vivre autrement le travail aux collaborateurs. Je suis assez sensible à la question des aidants aussi que vous pointez là, parce que effectivement, le travailleur, il est pris dans sa vie au global. Et aujourd'hui, le rapport au travail est vraiment questionné. Et donc, c'est aussi comment est-ce que ces modèles économiques nouveaux, et on y reviendra sur leur diversité, aujourd'hui, nous permettent de remettre du sens dans le rapport au travail, dans le rapport à la production. Qu'est-ce qu'on produit, à quoi ça sert, quel impact ça a. Et donc on bosse beaucoup, c'est tout ce qui nous a amené en fait à travailler sur la modélisation et la construction d'un parcours de formation. Le CJD, je l'ai pas dit, mais c'est avant tout une école du dirigeant, parce que le métier de dirigeant, ça ne s'apprend nulle part en tant que tel. On peut faire des écoles de commerce, mais on n'apprendra pas à diriger une entreprise pour autant. Donc voilà, on est vraiment une école du dirigeant, et dans cette école, on travaille sur actuellement un modèle de formation, un parcours de formation sur 2 ans et demi pour l'instant, qui s'expérimente là en Nouvelle-Aquitaine, en région Grand Est, et qui a été expérimenté un peu en Normandie aussi, chez nos voisins, et qui du coup a vraiment vocation à aider les dirigeants d'entreprise à repenser leur modèle économique à l'aune de leurs besoins, de leur territoire et des acteurs en place. Donc, la complexité, c'est qu'on ne peut pas calquer un modèle. On peut pas arriver en disant, voilà la solution, voilà le modèle économique qu'il faut mettre en place. Mais l'idée, c'est comment est-ce que je construis l'ensemble de mon diagnostic, comment est-ce que j'arrive à visualiser les besoins sur mon territoire, à coopérer avec les acteurs dans un contexte qui nous invite très fortement à la concurrence, comment est-ce que j'arrive à réviser mes chaînes de production quand je suis dans le milieu industriel et que je dépends des donneurs d'ordre et que je suis coincé avec cette injonction au chiffre d'affaires qui parfois remet en cause même mon propre niveau de vie, parce que là je parle du secteur industriel, on pourrait parler du secteur agricole. Le secteur agricole est complètement indexé sur sa capacité à être rentable ou pas. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à changer le prisme pour que le chiffre d'affaires de l'entreprise et les indicateurs de performance financière ne soient plus l'unique alpha et oméga de la survie d'une entreprise. Et du coup ça c'est vraiment en lien aussi avec un axe de la RSE qui en fait est très ancien au CJD, puisque nous ça fait à peu près 25 ans qu'on travaille sur des indicateurs de performance qui sont extra-financiers. C'est que en gros l'idée derrière ça, c'est de trouver des modèles économiques qui permettent d'indexer la performance d'une entreprise à autre chose qu'à sa valeur financière. Ce qui est un peu tout l'enjeu qu'on voit aujourd'hui à l'échelle des TPE et des PME, c'est qu'on se colle très souvent à oui d'accord, mais je ne pourrais pas en vivre. Et c'est une réalité, hein. Attention, je suis pas en train de dire que c'est pas une réalité. Mais du coup, je ne pourrais plus vivre de mon travail. Mon entreprise ne pourra plus continuer à évoluer et à se développer. Donc, c'est comment est-ce qu'on change les indicateurs de ce qui fait la performance d'une entreprise. Et ça, on le travaille à l'échelle locale. On travaille avec des carnets de bord du dirigeant
pour donner des outils qui existent, parce qu'il en existe déjà beaucoup. Je pense, voilà, on en a déjà un certain nombre autour de la table. Et il en existe déjà beaucoup des outils pour piloter la RSE. Sauf que ces outils-là, ils sont au service de quelque chose qui est encore un peu parallèle à l'activité de l'entreprise, qui est avant tout une activité économique. Et on n'arrive pas encore à donner suffisamment de poids, en tout cas à notre sens, aux indicateurs de performance sociale. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est jugée mature? C'est qu'elle est développée économiquement, c'est qu'elle grossit, mais quoi de ces indicateurs sociaux? Est-ce qu'il fait bon y vivre? Est-ce que ce qu'elle produit est utile? Est-ce qu'elle produit, la manière dont elle le produit respecte la biodiversité, respecte les limites planétaires? Tous ces indicateurs-là, à notre sens, doivent avoir beaucoup plus force dans la financiarisation, dans la valorisation économique, y compris économique, d'une entreprise. Voilà, donc on travaille là-dessus et notre parcours de formation, il s'adresse du coup un ensemble de dirigeants avec leurs parties prenantes à l'échelle du territoire. Et quand je dis à l'échelle du territoire, c'est un mot un peu valise dans lequel on met tout ce qu'on veut, territoire. C'est vraiment à l'échelle départementale. Là, pour le coup, on est vraiment sur cette échelle-là. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que je ne vous ai pas trop noyé sous les propos. Merci Frédéric, c'était très clair. Donc on le voit déjà, là 2 ans et demi, on est sur un accompagnement qui est assez engageant et surtout il n'y a pas de recette prête à l'emploi. Donc ça c'est un point important. On va continuer avec Emmanuel Delannoy qui est multicasquette. Mais tu vas prendre la parole avec notamment la casquette membre de RegGen Écosystème. Et un point important à souligner, vous pouvez aussi retrouver Emmanuel cet après-midi. Emmanuel est co-créateur de la fresque de l'économie régénératrice. Et si vous souhaitez faire la fresque, il y aura 2 tables de jeu. Chez Mobion, dans le programme, vous retrouverez toutes les indications. Et ça dure à peu près combien de temps la fresque ? Normalement 3 heures, mais là on va vous la faire en 2 heures. En 2 heures, top chrono. Mais ce sera passionnant, ça permettra d'être vraiment dans le concret, en situation. Alors Emmanuel, on a vu un certain nombre de dispositifs et d'écosystèmes qui s'engagent pour faire progresser les entreprises sur les enjeux de régénération. Mais le mot régénération, est-ce que déjà tu peux un petit peu le définir et surtout nous décrire ce qui unit tous les acteurs de ce mouvement qui monte en puissance, et pas seulement en France d'ailleurs, de la régénération? Oui, je vais même commencer par là, parce que la question de d'où je parle, elle est effectivement complexe, mais elle est liée à ça. Je ne suis pas membre du RegGen Écosystème, on est contributeur au sein du RegGen Écosystème, avec donc la fresque de l'économie régénératrice que j'ai co-créée avec Séverine Fantapi. Pourquoi on tient à ce mot-là? C'est parce que justement, on n'a pas voulu faire un collectif d'acteurs comme on a beaucoup, avec l'idée de quelque part une membrane extérieure et une identité commune dans laquelle chacun serait fondu. On a pris conscience très tôt des différences fortes qu'on pouvait avoir, des identités que chacune de nos organisations membres, je pense à la CEC, je pense à AXA Climate avec l'école Butterfly, je pense à l'UNIA, je pense à l'atelier symbiotique, enfin voilà, il y en a plein d'autres comme ça que j'oublie. Certains sont dans la création de contenu, certains sont dans la recherche, certains sont dans l'accompagnement des entreprises, d'autres sont dans la transmission de savoir. Donc vraiment des identités très différentes les uns des autres. Par contre, dans un écosystème, qu'est-ce qu'on fait? On crée des communs, on contribue à des communs qui vont bénéficier à l'ensemble des acteurs de l'écosystème, au sein de l'écosystème et à l'extérieur de l'écosystème. Tout ça nous rappelle finalement quelque part quelque chose qui est la dynamique du vivant, aussi, de la manière dont les écosystèmes produisent des choses pour eux-mêmes d'abord, mais dont chacun, en périphérie ou à l'intérieur ou de passage, en bénéficie. Et donc tout ça, c'est une notion de commun finalement. Et j'en arrive à la deuxième partie de la question, c'est pourquoi régénérer? Qu'est-ce que c'est que la régénération? Vers quoi on veut tendre à travers tout ça? D'abord, pourquoi régénérer? Si je prends simplement un angle strictement anthropocentrique, utilitariste, avec tous les défauts que ça peut avoir, c'est dire on dépend de tous ces communs-là, on dépend des écosystèmes. L'entreprise, elle agit au sein de quelque chose qui la dépasse, et on l'a vu avec d'autres exemples, les vies familiales des collaborateurs, des clients, de l'ensemble des personnes avec lesquelles on interagit. L'économie, elle fonctionne au sein de systèmes qui la dépassent, les sociétés humaines, et aussi, bien sûr, le tissu vivant planétaire, la biosphère dans son ensemble. Elle opère au sein de tout ça, elle bénéficie de tout ça aussi, et pourtant, elle est dans une relation qui est intrinsèquement quand même une relation plutôt de prédation.
sans retour. Et c'est là que j'ai envie de dépasser le côté strictement utilitaire. Enfin, le côté strictement utilitaire, c'est que si on se contente de prélever dans les communs naturels sans jamais les nourrir, sans jamais contribuer à leur essor, à leur renouvellement, et bien finalement on se comporterait comme un très mauvais gestionnaire qui n'amortit pas ses équipements de production, qui ne tient pas compte de la dépréciation et de l'obsolescence de ses équipements de production, et donc qui ne les maintient pas, qui réinvestit pas régulièrement. Et donc c'est une fraude, c'est une duperie. Globalement, notre économie, elle est dans une relation de fraude et de duperie. On n'est pas dans de la création de valeur, on est globalement dans de la destruction de valeur. On a l'illusion qu'on a créé une valeur, oui, localement, à une certaine échelle, mais globalement, et on le voit bien avec l'ensemble des dérèglements, de la biodiversité du climat, de toutes les crises qui se dégagent, qu'on a détruit énormément de valeurs potentielles. Donc ça, c'est le prisme un peu utilitaire, c'est de se dire finalement, il y a une vraie logique de bon gestionnaire qui serait de réinvestir dans ces communs sociaux, dans ces communs écologiques. C'est un petit peu ça, la régénération. Et l'autre prisme qu'on peut avoir, qui est un prisme évidemment éthique, un peu philosophique, c'est de se dire, mais de quel droit nous faisons ça, et finalement, est-ce qu'il n'y a pas une porte d'entrée qui est pas la bonne porte d'entrée dès le départ? Et là, je fais un pas de côté vers la permaculture, puisque c'est par cette entrée-là que je suis rentré dans cet écosystème de la régénération. En permaculture, alors on a souvent d'ailleurs tendance en France à voir la permaculture comme étant un ensemble de techniques et de pratiques agricoles. En fait, c'est pas ça. On voit l'agriculture comme étant du maraîchage avec des buts, avec des haies, avec des complémentarités entre les espèces de plantes, etc. C'est très bien, mais ça ne sont jamais que des techniques, des outils qu'on va mettre en place dans des contextes donnés en fonction d'un certain nombre d'objectifs. La permaculture, c'est d'abord une éthique du soin et du partage. Du soin aux personnes, du soin à la planète et du partage entre l'ensemble des acteurs concernés, y compris les acteurs indirectement concernés, le vivant non humain. Donc c'est d'abord une éthique. Autour de cette éthique, on a des principes de conception et qui sont des principes qui vont guider la réflexion, qui vont guider l'action, qui vont guider le pilotage des organisations. Et enfin, seulement, on a ces différents outils. Dans la régénération, dans le regen écosystème, c'est exactement ça. C'est réinjecter finalement un certain nombre de fondamentaux, de prendre conscience d'abord qu'on est dans des relations d'interdépendance qui nous dépassent, et de réinjecter une éthique. Et cette fois-ci, on n'est plus dans une approche de la transaction, de la contrepartie, on est dans une approche de la co-création, de l'émergence, quelque part, de la contribution à des communs. Et on est dans cette notion de dire, oui, on prend conscience vraiment qu'on est dans un système qui nous dépasse et dans une relation d'interdépendance. On n'est plus dans cette économie qui est vraiment fondée sur la création, mais comme dans le cœur de l'éthique de la permaculture, c'est d'abord le partage qui est essentiel. Et là, on se rend compte que en ce moment, c'est pour ça que je parlais de cet écosystème tout à l'heure, le regen écosystème. On arrive là-dedans par plein de portes d'entrée très différentes. Il y a des gens qui y sont aujourd'hui, il y a des gens qui n'y sont pas, mais parce qu'ils n'en ont pas eu connaissance et qui ont vocation à y rentrer. Et voilà, il y a un foisonnement. Je voudrais citer par exemple une découverte récente aussi, c'est un ouvrage qui s'appelle L'économie de l'alliance, de quelqu'un qui s'appelle Philippe Lukács, qui arrive par la porte de l'ethnologie, qui arrive par la porte des mathématiques, qui n'est pas forcément économiste de formation, et qui par cette porte d'entrée-là dit, oui, effectivement, cette économie de la transaction, de la contrepartie, elle est intrinsèquement délétère. En fait, ce qui compte et ce que font les écosystèmes depuis des milliards d'années, c'est de faire du plus, mais du plus qui est du commun. Pas du plus pour moi, ou pas du plus qu'on va se faire ensemble pour nous deux, là. Non, du plus qu'on partage entre nous deux et qu'on partage avec le reste du monde. Bon, je sais peut-être pas si c'était très concret, mais c'est bien montré qu'on est dans cette émergence de cette nouvelle manière de faire de l'économie, et que par contre, ça va irriguer énormément de choses très concrètes sur le champ, parce que par ailleurs, je suis aussi impliqué dans l'économie sociale et solidaire, et on voit bien qu'on a tous ces enjeux-là de recherche de modèles économiques. C'est-à-dire, quand on agit pour du bien commun, ça vient souvent heurter une logique immédiate, financière, de pérenniser les structures et de dégager des excédents. Comment on fait? Aujourd'hui, on ne sait pas bien faire parce que justement, on a un problème de mesure de la performance qui est biaisé. J'aime bien ta comparaison avec le bon gestionnaire d'une entreprise. C'est vrai qu'on n'imagine pas une entreprise qui ne soit pas gérée du tout. Et finalement, c'est souvent ce qu'on fait avec nos communs. Donc, c'est un parallèle intéressant. Et tu parlais d'agriculture. Dans le programme, vous retrouverez en fin de journée une table ronde sur l'agriculture régénératrice qui se passera en début de soirée chez Maubion également.
Alors, on va poursuivre avec Frédéric Lelouch, qui est directrice comité 21. Et je suis sûr que tu seras tout aussi clair dans tes propos que Lorraine, parce que j'ai fait un transfert tout à l'heure. J'ai dit merci Frédéric. Frédéric, comité 21, par rapport à l'enchaînement des propos, on va s'intéresser finalement à un autre angle qui est le dialogue entre toutes les parties prenantes. Peut-être commencer par dire ce qu'est justement Comité 21. Absolument. Le Comité 21, c'est le Comité français pour le développement durable, donc qui s'est créé il y a bientôt 30 ans, qui est une organisation multi-acteurs, en fait, composée à la fois d'entreprises, mais aussi de collectivités, d'associations, d'établissements de recherche et puis de citoyens. Qui a vocation en fait à alimenter les débats autour des questions un peu macro autour du développement durable, qui fonctionne un peu comme un think tank avec la production de rapports, de webinaires, de décryptage de l'actualité, etc. Mais aussi beaucoup de mise en réseau d'acteurs, une dimension plus horizontale de réseau, où là on va partager des pratiques, des exemples inspirants autour de grands sujets, on a un programme sur l'adaptation au changement climatique dont il était question là récemment, sur comment s'adaptent les territoires et mettre en réseau différents acteurs qui travaillent sur ce sujet-là, sur la nouvelle réglementation de la RSE dont on parle, en fait, avec ce paysage réglementaire en pleine évolution, avec la CSRD, le devoir de vigilance, etc., qui s'applique pas à toutes les entreprises aujourd'hui, mais progressivement va s'appliquer à de plus en plus d'entreprises et de plus en plus petite taille, et qui inquiète beaucoup. Donc, en fait, il y a aussi comment on fait concrètement, comment on passe à l'action, comment on partage, etc. Donc voilà, des exemples de sujets. Je pourrais aussi vous parler d'un programme autour de écologie et travail, en se disant, au-delà du réglementaire, des approches un peu normées, il y a une aspiration de plus en plus importante sociétale à être plus en lien avec ses valeurs, avec les préoccupations environnementales, et que son engagement ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise, aux portes de sa collectivité quand on est agent, mais comment en fait on met en adéquation son engagement et quels sont ses leviers dans l'entreprise. Et donc, on explore aussi ce sujet-là, la question des nouvelles compétences, etc. Donc, c'est un peu ça, le Comité 21, difficile à résumer en une phrase parce que c'est beaucoup de choses et c'est un peu une sorte de laboratoire, un peu d'expérimentation et de partage. Peut-être pour revenir au sujet qui nous mobilise sur la question de la RSE à la régénération, on n'a pas fait le choix d'un mot. Enfin, l'intitulé de la table ronde laisse entendre qu'il y a un chemin qui est le point de départ, la RSE, et le nec plus ultra qui serait la régénération. Nous, on n'est pas forcément à adopter un concept ou un autre, et je voulais aussi faire un petit point sur, et non pas que c'est pas intéressant et qu'on s'y intéresse pas et que ça mérite de connaître les acteurs qui sont engagés et que ça inspire d'autres, mais plutôt de se dire, en fait, quel que soit le chemin, la méthode, le cadre, le prisme, que ce soit la réglementation, que ce soit la mission, la raison d'être, on travaille beaucoup sur les objectifs de développement durable et comment on se les approprie au niveau des territoires et comment ça reste pas un agenda onusien. En fait, quel que soit le chemin, les feuilles de route vers l'économie régénérative de la CEC et d'autres, en fait, comment en fait on fait du collectif? Comment on fait en sorte que ce soit pas un dirigeant ou un consultant, on externalise sa politique RSE, c'est pourquoi pas bien sûr avoir recours à l'externe, mais en fait il y a un vrai enjeu d'appropriation et d'une construction qui soit collective et ensuite d'une diffusion des évaluations régulières et une mise en œuvre qui soit vraiment qui soit collective. Moi, j'ai avant travaillé à la CFDT autour de comment on associe les salariés qui sont aussi des parties constituantes de l'entreprise, qui apportent leur travail et sans qui l'entreprise ne peut pas fonctionner. Donc, il y a vraiment toute cette dimension-là qui anime nos travaux. Comment on fait du collectif, donc avec ce dialogue partie prenante, qui soit formalisé ou pas, quels sont les nouveaux leviers d'action pour le citoyen salarié. La loi climat résilience offre un nouveau levier avec de nouvelles prérogatives environnementales des CSE.
comment en fait on rend acteurs les différentes parties prenantes et comment on les consulte, mais vraiment, c'est-à-dire c'est pas juste l'option case à cocher de l'exercice, mais comment en fait on revient vers ces parties prenantes, comment ça irrigue la stratégie, comment on ouvre un conseil d'administration à des séminaires avec ses parties prenantes externes dans des moments un peu où on se fait challenger par son conseil d'administration. J'ai beaucoup travaillé sur les interactions en fait entre les différents espaces de gouvernance dans l'entreprise. En fait, on a effectivement les institutions représentatives du personnel, on a les comités de parties prenantes quand ils existent, on a en fait de plus en plus de cercles qui peut-être des fois ne se parlent pas assez en fait. Un comité de mission parfois n'est pas du tout au courant de ce qui se passe au niveau du dialogue social. Parfois il manque en fait et ce que je dis dans les espaces de gouvernance est vrai au sein de l'entreprise. C'est un peu ce que j'ai repéré. J'ai aussi une expérience à la plateforme RSE, cette instance de concertation des acteurs de la RSE que j'ai présidée pendant 2 ans. En fait, on voit qu'à mesure que l'entreprise renforce son engagement, que les acteurs se spécialisent et que la réglementation évolue, on voit qu'en fait, on a des segments qui s'opèrent, une spécialisation, une technicité des enjeux qui fait qu'on ne parle plus forcément le même langage et on n'est plus... c'est un petit risque parce que je reviens à mon point de départ sur la nécessité de faire collectif au sein de l'entreprise et de faire collectif au sein des directions pour que, en fait, le sujet des aidants qui me parle beaucoup, on avait travaillé dessus aussi à la plateforme RSE, on voit que c'est un angle mort complet des politiques de RSE qui sont beaucoup plus et de plus en plus un peu phagocytées et tant mieux par les sujets climat-environnement, mais avec un petit risque de délaisser des sujets qui sont essentiels parce qu'effectivement, si une personne ne peut pas venir travailler, en fait, ça déstabilise une organisation, elle sera avec une charge mentale décuplée et parfois, c'est des personnes qui compensent et qui sont surimpliquées dans leur boulot, mais à long terme, comment ça marche? Peut-être un peu long, donc je vais m'arrêter là, mais on pourra sur un second temps. Oui, de toute façon, on va continuer après les échanges. Merci beaucoup. On va finir ce premier tour de table avec un exemple concret d'une entreprise qui a fait ce cheminement à travers le témoignage de Christophe Lemaire pour l'entreprise Bastien Tissage, qui a été la première entreprise de perma-entreprise, labellisée perma-entreprise en manufacture. La perma-entreprise qui est un concept de gestion d'entreprise inspiré de la permaculture dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Donc, quel a été le cheminement de l'entreprise et pour arriver où aujourd'hui ? Alors déjà, Mickaël, bravo pour le casting, parce que tout ce que j'ai entendu me parle beaucoup. Et peut-être que je vais refaire la synthèse, donc tant mieux. Donc moi, je suis Christophe Lemaire. À la base, je suis ingénieur agroalimentaire, fils d'agriculteur. Et si je vous le dis, c'est pas pour rien, vous allez comprendre derrière. On a repris une société de tissage qui travaille pour l'agroalimentaire depuis 73 ans. On est 13 personnes, 1,4 million de chiffre d'affaires. On a repris une entreprise qui est dans le Cambrésis, où je suis né et où je n'ai pas fait carrière toute ma vie. Et donc, avec mon frère, on s'est dit, on veut entreprendre différemment. On savait pas trop encore comment on allait y aller. En tout cas, on voulait apporter un impact positif sur notre territoire, tant sur le plan social, sociétal et environnemental. Donc, on s'est dit comment on va s'y prendre pour mesurer. Et d'emblée, on est parti pour aller chercher le Bicorp, que j'apporte fièrement, puisqu'on était la 19e entreprise Bicorp de la région. On est maintenant 32. Il y en a 400 en France et 8000 dans le monde. Donc c'est très peu à l'échelle de la planète, très très peu. Et puis au printemps 2021, je suis tombé sur un livre qui s'appelle La Perma-entreprise, écrite par Sylvain Brezard, qui a longtemps été au CJD et qui s'est inspiré de la permaculture, comme l'a très bien expliqué Emmanuel. Permaculture que je pratique moi-même depuis bientôt maintenant 5 ans. Et donc, ça m'a parlé tout de suite. Je ne suis pas un grand lecteur et pourtant, ce livre, je l'ai quasiment bu d'emblée. Et je me suis dit, c'est ça qu'il me fallait. Dommage, j'aurais bien voulu l'écrire. En tout cas, il l'a écrit pour moi et c'est ce modèle-là qu'on va mettre en place. Et donc, comme l'a dit Emmanuel, mais je le répète,
ce modèle économique, car c'est en est un, et j'expliquerai un petit peu le cheminement après, s'appuie sur 3 principes éthiques. Le premier, c'est prendre soin des humains. Le second, c'est préserver la planète. Et le troisième, c'est celui-là qui est très innovant, et Emmanuel l'a dit, c'est de se limiter et de partager ses richesses. Le constat de Sylvain Brozard, c'est quoi? Il y a plein de dégradations sociales, il y a plein de dégradations environnementales, et après 20 ans de RSE, on n'a pas avancé assez vite et assez loin. Et donc c'est pour ça qu'il a écrit ce modèle. Entre parenthèses, il y a 2 mois de ça, il a reçu un prix de l'UNESCO qui a récompensé ce modèle économique. Et c'était au ministère de l'économie. Et ce jour-là, dans son discours, j'ai pas pu y être, mais en tout cas, je l'ai revu sur YouTube après. Il disait que les entrepreneurs qui se lançaient, donc on va dire que modestement on en fait partie, faisaient preuve d'audace. Et je peux vous dire que c'est vrai, parce que je vais pas vous faire une liste à la prévère de tout ce qu'on a fait, mais je vais énumérer un certain nombre de choses qui vont vous éclairer et qui vont concrétiser tout ce que viennent me dire tous les participants. Parfois, on prend des décisions et on a l'impression de se jeter dans le vide, hein, parce qu'on ne sait pas comment ça va bouger. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Alors déjà le cheminement, très rapidement. La première chose, et quelles que soient les structures, la première chose à faire, c'est d'écrire sa raison d'être. Et je peux vous dire que c'est puissant. Derrière, ça éclaire tout ce qui arrive derrière. Donc, vous écrivez votre raison d'être et derrière, vous listez vos enjeux. Et moi, je ne parle plus d'RSE. Dans mes enjeux stratégiques, il y a des enjeux RSE, notamment prendre soin des humains et préserver la planète. Donc, moi, je ne parle plus d'RSE. Elle est intégrée complètement dans mon business model. Derrière, vous déclinez. Alors, les enjeux, moi, par exemple, là, ils viennent d'être refaits. J'en ai 8 jusqu'à 2030. Et derrière, chaque année, vous regardez quel projet vous allez y mettre, en associant toutes les parties prenantes, y compris évidemment les salariés. Et les projets, ce qui est intéressant, c'est que vous les croisez 2 fois. Une première fois avec les principes de design de la permaculture. Il y en a 12, je ne vais pas les énumérer. Sylvain Brozard, dans sa nouvelle version augmentée, on a rajouté un 13e que je vais vous dire, vous allez comprendre pourquoi. Le 13e principe de design dans une entreprise, c'est de créer un produit-service utile aux humains. Combien de produits sont sur le marché qui servent à rien, qui préservent la planète et derrière, qui sera rentable. Parce que ce que dit Sylvain Brozard, on a beaucoup parlé du patron salaud, mais tout ça c'est terminé. Une entreprise, elle se doit d'être rentable. Premièrement, parce qu'on est fier de notre modèle, on veut le pérenniser. Et deuxièmement, parce qu'on sait comment on dépense l'argent de la société. On a dit, on partage les richesses, on partage au moins 15% aux salariés, je peux vous dire qu'on fait largement plus, et il le faut parce que c'est compliqué de remplir le caddie à la fin du mois. On partage à la société civile, et j'en parlais tout à l'heure, on travaille avec des ESS, et aussi, évidemment, en dividende pour les actionnaires, même si nous, on a fait le choix pendant 5 ans de ne rien prendre, et aussi se garder pour l'investissement, pour financer nos ambitions sociales et environnementales. Et en ce moment, c'est compliqué. Nous, on avance, mais on voudrait avancer plus vite. C'est vrai que s'il n'y avait pas d'inflation, s'il n'y avait pas eu de crise énergétique, on aurait pu faire des choses qu'on n'a pas pu faire pour l'instant. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Je vais vous lister des actions regroupées par principe éthique. Donc prendre soin des humains, c'est une chose qui a été dite. La première chose qu'on a faite, c'est les horaires à la carte. Et ça a changé complètement. Et quand on s'est lancé, je me suis dit, oh là là, attention, mon service client, est-ce qu'il va se dégrader? Et après 3 ans, ça n'a pas bougé d'un iota. On est toujours aussi bon, aussi agile. Nos clients sont de moins en moins bien organisés, donc on anticipe leurs besoins. Tout va bien. Et je suis en train de faire passer les entretiens professionnels. Tous me disent à l'unanimité, merci d'avoir mis en place les horaires flexibles. Alors, ça donne un peu le tournis, parce qu'il y a des gens qui commencent à 5 heures du matin, qui finissent à 13 heures, d'autres qui commencent plus tard, d'autres qui repartent manger chez eux. Donc, on a réussi à organiser l'entreprise en petits îlots qui nous permettent de pouvoir assumer ça. En tout cas, c'est un point important. Un autre point important, c'est que pour pouvoir le bien manger, alors au départ, c'était le cadeau de Bicorp d'offrir un panier de fruits et légumes. Et ils ont tellement adoré que maintenant, tous les mois, ils ont un panier de fruits et légumes de la ferme d'à côté, qui est en transition bio, pas encore bio pour l'instant, mais en tout cas en transition.
Et cette année, on s'est lancé dans une nouvelle chose qui a trait à la visée régénérative. Bon, alors je dis pas régénérative parce que je vais me faire taper sur les doigts par Christophe Samples, mais de Lumia, mais à visée régénérative, on a fait venir une énergéticienne qui a prodigué pour ceux qui voulaient des soins énergétiques. Et bon, je m'étais fixé un budget de 2 000 euros. Je peux vous dire que l'année prochaine, je peux le prévoir voire plus, parce que ça a plu aux gens et ils m'en redemandent. Donc voilà un petit peu pour la partie personnelle. Alors il y a aussi la formation, enfin il y a pas mal de choses. Sur la partie environnementale, on est aussi exploitant agricole puisqu'on a 7 hectares de terre agricole et donc on y a mis du champ l'année dernière. On en remet cette année parce que la terre a été inexploitée 3 ans. Et donc pour donner un exemple de visée régénérative, ce champ est dépourvu de haies. Et bien évidemment, nous, on va remettre des... Alors déjà, mettre du chanvre, c'est très positif puisqu'il n'y a aucun intrant, il n'y a pas de phyto, pas d'engrais, rien à mettre, que ça n'appauvrit pas le sol. La culture qui arrive derrière, ben, c'est royal pour elle. Le chanvre a plein de vertus et nous, tisseurs à la base, on veut promouvoir le renouveau des fibres parce qu'elles existaient dans les années 50, le chanvre existait. Donc faire revenir le chanvre, le lin, on est déjà le bassin de la planète, et aussi l'ortie sur lequel on travaille. Et sur ces 2 filières de chanvre et ortie, nous, tout petits qu'on est, on est fer de lance pour travailler sur les business models régénératifs de ces 2 filières. Et on travaille avec Jérémy Dumont, que connaît Emmanuel, qui a été formé dans la même promo que moi sur la perma entreprise. Et donc, on travaille sur les visées régénératives de ces 2 filières. Je peux vous dire qu'il y a du travail parce que vous commencez à lister votre chaîne de valeur, il y a des trous dans la raquette, et à partir du moment où vous avez listé, de toute façon, on n'est pas dans le régénératif, et donc on se projette maintenant sur quelle sera la filière, et derrière, quelle visée régénérative on peut avoir sur ces filières. Évidemment, on a fait nos bilans carbone, on a même fait déjà 2. On commence à l'étroit, donc on a un architecte qui est en train de travailler sur l'extension de l'usine, qui sera même pas neutre en énergie, puisqu'on va même fournir de l'énergie pour notre territoire. Donc c'est aussi le principe de la perma. Et on était un petit peu à l'étroit, on vient de racheter un bâtiment d'à côté où on va pouvoir faire un peu plus de R&D parce que notre vision, c'est nous, on va être l'acteur des emballages de demain à base de textile. Et donc apte au contact alimentaire. 3e point, se limiter, partager la richesse, et c'est ça qui est vraiment innovant. Se limiter, moi j'ai 30 ans d'industrie derrière moi, j'ai toujours travaillé dans l'industrie où on travaillait la nuit. Ça casse les gens. J'ai travaillé dans la distillation, c'est compliqué de s'arrêter la nuit parce que vous mettez plusieurs heures à classer une colonne, donc là c'est difficile. Moi, un métier à tisser, je peux appuyer dessus pour l'arrêter et le remettre en route. Je ne travaillerai plus jamais la nuit. Donc ça, je me limite volontairement. Tant pis, je me limiterai auprès des clients ou alors j'achèterai un métier supplémentaire, mais on ne travaillera pas la nuit. Donc ça, c'est une limitation qu'on se donne. Je pourrais aussi me dire, je ne veux pas travailler avec tel client parce que lui n'est pas vertueux dans mes valeurs. Et après, partager la richesse, je l'ai déjà un peu dit, dans le modèle de perma entreprise où il y a 24 objectifs d'impact. Il y en a un où on dit au moins 15% de la richesse redistribuée aux salariés, on fait plus. Au moins 5% de la société civile. À ce titre, on fait du mécénat de compétences. On a un Text Lab où on peut imprimer gratuitement des tenues, ce qu'on a fait pour une association qui promeut l'apiculture et qui nous est chère, bien évidemment. Et puis, alors, le point d'orgue où je suis pas peu fier, c'est que tout petit qu'on est, on a été approché par une structure qui s'appelle Phare dans le Cambrésis et le Valenciennois, qui regroupe plusieurs ESS. Et ils nous ont dit, voilà, on a entendu parler de bien de Bastien. On veut créer une fondation territoriale. Est-ce que vous voulez être un membre fondateur? Dans la seconde, j'ai répondu oui. Et donc, on est engagé pendant 5 ans dans cette fondation où on a une somme qu'on mettra tous les ans. Et donc, l'intérêt de cette et l'innovation de cette fondation, je les ai formés à la perma entreprise. Donc, je peux même dire une perma fondation. On a fait notre raison d'être à la sauce perma. C'est qu'il y a 5 ESS et 6 entreprises conventionnelles. Et donc, on va financer des projets, des tiers-lieux écologiques ou une remise à l'écriture. Les sujets ne manqueront pas sur les sujets du soin. Un mot qui est important que j'ai pas entendu pendant 26 ans de carrière et que depuis 4 ans, j'entends plus.
et donc financer des projets dans le Cambrésis, Valenciennois et le bassin de la Sambre. Alors j'espère ne pas avoir fait la liste à la prairie ici, mais bon, j'ai essayé d'illustrer au mieux ce que ça pouvait être une perma-entreprise. Ouais. Vous avez aussi dans l'après-midi une table ronde animée par Nathalie Boyer de Auré sur la circularité, et dans cette table ronde il y a un témoignage de Maubion qui est donc co-organisatrice du festival, et à la suite de la table ronde il y aura la visite de la chaîne de production des scooters électriques éco-conçus de Maubion, qui également est très engagé dans le questionnement de régénération, permettant pour le coup de voir concrètement dans l'usine comment ça se traduit dans une chaîne de production, parce que c'est vrai que c'est important qu'on redescende aussi sur, on l'a fait avec plein d'exemples, mais de pouvoir être dans presque le palpable sur parfois des concepts qui peuvent être un peu complexes. Avant de faire circuler un micro pour vos questions, réactions, remarques, je voudrais vous redonner la parole, si vous le souhaitez, pour soit réagir à un propos que quelqu'un a dit pendant ce tour de table, ou questionner un propos. Pas d'obligation à reprendre le micro sur ce tour, mais pour celles et ceux qui souhaiteraient réagir à ce que vous avez entendu. Est-ce que quelqu'un a une remarque, une question? Oui. Je vais juste compléter mon propos sur ce que fait BPI France, parce que ce qui a été dit et souligné, c'est que il y a un sujet aujourd'hui, c'est comment l'entreprise contribue positivement à régénérer son écosystème. Et je pense que cette réflexion, elle est assez nouvelle. Au final, en tout cas pour des acteurs institutionnels comme BPI France, il y a 2 ans, on ne pouvait pas parler biodiversité. On pouvait parler ressources, et alors même qu'on était Banque du Climat, mais on ne parlait pas biodiversité. Et je pense que c'est vraiment un sujet important, c'est que la prise de conscience côté entreprise, elle commence, elle peut aller vite, elle peut aller encore plus vite si des acteurs institutionnels s'y mettent, soutenus par tout l'écosystème qui est qui aujourd'hui est très engagé, mais qui parfois touche moins d'entreprises qui sont loin de ces réseaux, loin de ces instances de réflexion, loin de ces comités 21, du CJD, etc. Donc souvent c'est ceux qui sont les éclaireurs ou les fers de lance qui y sont. Mais voilà, quand on parle de nos Diag Actions, les 4000 entreprises qu'on accompagne, c'est pas forcément du tout alors il y en a qu'on retrouve, mais d'autres qui n'en retrouvent pas. Donc je pense que ça c'est un premier point. Et sur la partie biodiversité, simplement pour vous donner un exemple de comment ça avance. Aujourd'hui on est en grande discussion et même en partenariat avec l'Office français de la biodiversité pour déployer un Diag Biodiv qu'on voudrait mettre à disposition des entreprises de 0 à 250 personnes. Donc, celles qui aujourd'hui sont pas encore matures. Et la question qu'on va leur demander de réfléchir avec les bureaux d'études qui interviennent dans les entreprises, c'est quoi ces services écosystémiques qui sont rendus par la nature, en quoi ils en sont dépendants, et surtout que dans un deuxième temps, quelle est l'action positive qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent redonner. Et je pense que ça, c'est un vrai changement de paradigme aussi qui commence. Alors, on n'est pas sûr qu'il va y avoir une demande de 2000 entreprises par an, mais en tout cas, on espère que ça le sera, parce que c'est aussi un des tournants à prendre. Et peut-être troisième point sur lequel je voulais réagir, c'est qu'il y a des filières qui sont plus en avance que d'autres. La filière agroalimentaire, la filière cosmétique, ils y réfléchissent en fait. Et c'est eux aussi qu'il faut aller approcher pour leur dire, vous pouvez aller et n'oubliez pas ces enjeux-là, parce qu'en fait, c'est vos enjeux d'aujourd'hui et de demain, et qu'il faut embarquer, et que c'est aussi vraiment des questions qui viennent redonner du sens aux salariés collaborateurs dans le cadre de ces questions. Oui, Emmanuel, vas-y. Oui, 2 messages très rapides. Le premier, c'est qu'effectivement, l'intitulé de la table ronde donne l'idée, vous l'avez dit, qu'il y a un chemin quelque part et une progression. Je crois que c'est pas ça. L'idée, il n'y a pas d'empilement, il n'y a pas de hiérarchie. Ce qui va être intéressant, par contre, c'est les liens, les relations qu'on va pouvoir tisser entre tous ces concepts qui se nourrissent les uns les autres. Et c'est vraiment ce qui va émerger de ces relations. Et je crois très fort, comme dans un écosystème et même dans les sociétés humaines, finalement, les relations entre les entités sont souvent plus importantes et plus fortes que les entités elles-mêmes. Et c'est ce qui va émerger de ces relations qui est essentiel. Et le deuxième message, c'est que ça demande beaucoup de modestie. C'est-à-dire qu'on est sur un cheminement, là pour le coup, une réflexion qui est encore une fois très émergente.
Et quand on parle de biodiversité, personne ne peut dire aujourd'hui, moi je régénère la biodiversité. Non, même en agriculture régénératrice, il y a des expérimentations et localement, à une échelle temporelle qui est celle de l'homme, on peut dire oui, ça s'est amélioré là localement, mais est-ce qu'on a amélioré la capacité de résilience, d'adaptation, d'autopoïèse du système vivant planétaire? Non, clairement pas, et on a plutôt continué à la dégrader. Donc attention aussi aux mots et à l'usage des mots et aux proclamations qui pourraient être parfois un peu faussaires quand même aussi. Ouais, c'est important effectivement de rester dans la pensée complexe et la nuance. Est-ce qu'il y a d'autres rebonds? Oui, vas-y. Oui, juste pour rebondir, parce qu'effectivement, on a fait écho et c'est vraiment agréable cette cohérence-là. Pour rebondir peut-être juste sur 2 points avant de vous passer la parole. Le premier, c'est la question des récits. En fait, on est effectivement au début, où c'est terrible de dire ça alors que ça fait des années, des décennies qu'on parle de RSE, mais on est encore au début. Parce qu'en fait, on est en train de détricoter aussi une forme de récit, alors qu'on appellera libéral, néolibéral, enfin voilà, choisissez le mot qui vous va bien derrière ça en fonction de comment est-ce que vous l'avez appris. Mais on est vraiment, on a à cœur, là, je crois, collectivement, de chercher un nouveau récit. Je l'ai entendu là tout à l'heure, notre présidente aussi la semaine dernière à l'occasion de notre congrès a donné une interview dont le titre c'est "La nature n'est pas un buffet". Ça paraît un peu bizarre d'une dirigeante d'entreprise, présidente d'un mouvement qui rappelle ça, mais en fait, c'est comme si à un moment donné, le moyen était devenu la fin. C'est-à-dire qu'on s'est mis à utiliser et à puiser comme ça, dans une espèce de... Voilà. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que la question des modèles économiques, elle va vraiment être la cheville, la charnière de cette transformation des nouveaux récits sur notre rapport au travail, notre rapport à l'activité humaine, notre rapport à la nature, notre rapport à la biosphère. En fait, ça devient assez vertigineux quand on commence à se poser ces questions-là, en tout cas pour les dirigeants d'entreprise, et en même temps, avec un besoin très clair, qui se percute à un besoin très clair de survie. De survie de ton entreprise, d'avoir encore, on le voit sur la crise agricole, c'est tout de suite on se colle à pourquoi est-ce que la rentabilité est plus forte du côté des entreprises qui détruisent. C'est quand même très questionnant. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce modèle-là? C'est pas accusatoire de dire ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a construit qui va pas dans le bon sens de ce côté-là et comment on le déconstruit ensemble. Et c'est vraiment le programme de formation que je vous ai présenté, il s'appelle Galilée, parce que le sous-titre, c'est « Pourtant, elle tourne ». Ça veut dire mon entreprise, pourtant, elle tourne, alors qu'elle ne fait pas comme il faudrait qu'elle fasse et comme on a appris à faire partout pendant des décennies. Et je reviens juste sur un point, parce que je souligne le propos de la BPI, les dispositifs de la BPI sont essentiels. Les partenaires financiers, pour le coup, sont absolument essentiels. Bon, bien sûr, pour des raisons financières et de soutien, mais aussi pour nous aider à réécrire ce nouveau récit et à travailler sur des diagnostics, des indicateurs de performance. Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on va quantifier? Quand on a un partenaire aussi institutionnel et reconnu que la BPI qui se pose la question d'un diag biodiversité avec l'ADEME, on écrit quelque chose. Voilà. Donc je m'en arrête là. Et on peut souligner que BPI France a sorti un livre blanc sur l'entreprise régénératrice. Tout à l'heure, dans une autre salle, il y avait la restitution de l'étude de Lumia sur l'entreprise à visée régénératrice. Et comme ça va être le moment de passer le micro, peut-être que Nathalie, tu pourras aussi nous mentionner quelques travaux de Auré qui sont en lien avec ce qui a été dit. Est-ce qu'il y avait un autre rebond? Oui. Une minute aussi. Alors dire que ça fait pas mal écho et moi j'aime bien le fait qu'effectivement personne prône un modèle et qu'il y a beaucoup d'humilité. Je pense qu'il faut vraiment se rappeler ça, que c'est un chemin et qui se construit vraiment collectivement. Il y a quelque chose qu'on n'a pas trop dit, c'est aussi comment on questionne des modèles et comment on renonce aussi à certaines activités, parce qu'en fait on est très positif dans l'engagement, dans l'embarquement de toutes les parties prenantes, etc. Mais il y a aussi des vraies questions un peu dures de segments d'activité qui pourront pas perdurer, d'emplois qui vont du coup devoir aussi se transformer, mais du coup avec tout l'accompagnement qui est nécessaire. Et donc c'est toute cette idée de transition juste qui est assez importante en fait pour qu'on ait vraiment tous les enjeux en tête. Et puis enfin moi ça me parle beaucoup ce que dit Lorraine sur les récits. Enfin on
travaille aussi sur ce sujet-là au comité 21, sur comment on travaille sur les leviers d'acceptabilité, en fait, comment on se transforme, mais comment c'est OK. Enfin, en fait, comment, par exemple, le sujet de la sobriété qu'on a pas mal exploré, un mot à la mode, mais on peut y mettre aussi un peu ce qu'on veut, comment on le mesure, comment on le traduit en actes, comment on dialogue et comment on se dote de plans qui sont au-delà de plans pour passer un hiver autour d'une crise énergétique au départ, etc. Comment ça devient un peu quelque chose qui structure un projet d'entreprise ou d'organisation. Bah, c'est pas forcément, on rallie pas toutes les foules autour de ce sujet-là. Donc, comment on donne envie, en fait, d'une nouvelle façon de faire? Et ben, c'est pas évident. Enfin, faut aussi se le dire, parce que ça se heurte aussi. Il y a pas mal de résistance, les plans de sobriété dans les organisations. Du coup, ça devient que des plans de sobriété énergétique autour de mesures thermostatiques. Et c'est pas que ça, la sobriété. C'est tout une autre façon. Enfin, ce lieu-là inspire ça aussi, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus systémique. Donc, voilà, je voulais aussi pointer ce fait qu'il faut aussi prendre la mesure de la résistance, des inquiétudes et du fait qu'on ne sait pas tout de l'étape d'après du chemin. Et que c'est dans la coopération justement qu'on trouve des voies de passage, quoi. Vous avez plusieurs fois parlé de crise énergétique, d'inflation de l'énergie. Le lieu dans lequel on se trouve, vous voyez à peu près le nombre de mètres carrés. La facture d'électricité au 1er janvier de cette année a été multipliée par presque 4. Donc je vous laisse imaginer l'impact budgétaire sur un lieu comme celui-ci. Ah, bah c'est vrai qu'on contribue sans doute à alourdir la note aujourd'hui. Bien vu. Pas d'autres rebonds, on ouvre à la salle si vous voulez bien. Je vais prendre un micro, merci. Nathalie, est-ce que tu veux nous dire un mot? Merci. C'est vrai qu'on se pose tous la question de comment intégrer vraiment l'évolution dans les modèles de l'entreprise. Alors, chez Orion, on fait beaucoup de travaux, donc je vais en citer un ou deux peut-être en complément de la table ronde, puisque tout à l'heure, je vais parler plutôt des travaux économie circulaire. Mais quand on a parlé RSE chez Orion, on s'est aperçu qu'il y avait le social qui était très bien traité, puisqu'on a regardé beaucoup de rapports extra-financiers des entreprises pour le ministère, que l'environnement, ça commençait à être pas mal traité, sauf des sujets comme la biodiversité, qui sont pas simples, la pollution des sols, etc. Mais que le sociétal, comment vous, monsieur, vous créez de la valeur dans votre écosystème local, c'était pas du tout facile pour les entreprises de le mettre en avant. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur l'ancrage local, l'ancrage territorial, qui est pour montrer la valeur que ça amène aux entreprises d'être pas seulement posé là historiquement, mais d'être vraiment un acteur collectif et co-construction de valeurs communes sur son territoire. Donc, si jamais vous êtes intéressé, c'est gratuit, hein, j'ai rien à vendre. Sur le site www.ore.org, vous regarderez, ça s'appelle l'indicateur d'interdépendance des entreprises à leur territoire. Je pense que ça, c'est une pierre à l'édifice très importante parce que non seulement ça permet aux entreprises de se positionner par rapport à leur ancrage, mais d'avoir des idées pour aller plus loin. Et je crois qu'on ne peut pas faire tout seul. Tu as parlé de coopération, Frédéric, je rebondis. Premier sujet. Le deuxième sujet sur lequel on a beaucoup travaillé dans cette priorité aussi, c'est la gouvernance des entreprises durables. Parce que sans gouvernance engagée, hein, si monsieur, vous n'étiez pas là pour porter le sujet ou d'autres dans vos structures, on sait que ça fonctionne pas et qu'on a des directeurs de développement durable qui ont besoin de se déchaîner s'ils n'arrivent pas à avoir derrière et leur administrateur et leur hiérarchie engagée, on va pas aller très loin. Donc on a beaucoup travaillé aussi là-dessus avec des préconisations dont vous pourrez aller regarder le rapport sur la gouvernance des entreprises durables. Et puis la sobriété, on y a travaillé aussi, le rapport vient de sortir, donc n'hésitez pas. Une méthodologie pour mettre en place la sobriété. Voilà. Merci Nathalie. Petit dernier, mais il y en a d'autres. Donc tu as pris, alors non pas la première question, mais en tout cas la première remarque, parce qu'on sait que c'est toujours la plus difficile. Maintenant, ça y est, vous allez pouvoir sauter sur le micro. Dans vos organisations, comment ça se passe? Comment vous vous projetez par rapport à tout ce qui a été dit? On est en petit comité, donc prenons la discussion comme ça, un petit peu à bâton rompu. Il faut juste penser au micro pour la prise de son. Qui a envie de dire un mot, de partager un retour d'expérience? Ah, voilà. Bonjour à tous et merci pour toutes vos interventions.
Moi, c'est Nicolas Thébault et je suis venu accompagner d'Ismaël. Donc, on est tous les deux cofondateurs de Ruavel. La notion que je voulais amener, moi, là, c'était la notion des entreprises aménageuses de leur territoire ou ménageuses. C'est un terme que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Comment on fait du ménagement de territoire et pas de l'aménagement de territoire, parce qu'on se rend compte que souvent, le non-projet est le projet qui respecte le mieux la théorie du donut. Voilà. Et du coup, donc ménageuse de territoire, mais aussi entreprise de résilience territoriale. Et on parlait de partage de la valeur en interne avec les salariés. Mais comment, en fait, les entreprises, pour elles, justement, agir pour la résilience de leur territoire, c'est aussi une opportunité pour elles de pérenniser leur activité économique. Et donc nous, on a créé il y a 1 an maintenant, c'est l'anniversaire de notre entreprise, donc Ruavel. Donc on est une SAS, donc société commerciale classique, mais de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, on accompagne des entreprises dans justement le financement d'actions de résilience territoriale sur leur territoire d'activité. Donc en tant que, on se définit comme un cabinet de conseil et de maîtrise d'œuvre, parce que ce qu'on se rend compte, on est parti de ce constat-là, mais c'est que souvent il y a des solutions qui sont identifiées dans, par exemple, tout ce qui va être planification écologique des territoires, donc dans les plans climat, dans les plans alimentaires, ce genre de documents. Mais souvent, il va manquer l'ingénierie territoriale ponctuelle pour la mise en œuvre des actions qui répondent à ces problématiques. Et du coup, nous, c'est ce qu'on apporte par l'engagement de nos clients, qui du coup sont des entreprises qui veulent s'engager au-delà de leur activité propre dans la résilience des territoires. Et du coup, finalement, la question, c'est comment finalement des problématiques d'entreprise et des problématiques de territoire dans la résilience peuvent converger dans des mêmes actions. Et nous, on essaye de faire ce tiers de confiance entre problématiques d'entreprise et problématiques de territoire pour que ça finisse dans des actions. Parce que nous, notre mission, c'est la résilience des territoires ruraux. On n'a pas refait tous les constats, mais il y a urgence à agir. Et donc, comment on active toutes ces problématiques-là pour aboutir à des actions qui agissent concrètement pour la résilience. Merci pour le témoignage. Effectivement, la question des récits, de la sémantique, sont des choses qui peuvent paraître parfois un peu subtiles ou théoriques, mais font énormément. Est-ce que d'autres personnes souhaitent apporter un témoignage ou poser une question à nos intervenants? N'hésitez pas, ou peut-être que vous souhaitez redire un petit mot avant de conclure. Ouais, je peux ajouter quelque chose aussi justement sur la notion du récit et également les leviers. Moi, ce que je trouve limitant là dans les discussions qu'on a nous avec des ETI ou des grandes entreprises, c'est que chaque directeur en fait a des problématiques annuelles d'objectifs et que finalement on tombe rarement sur des dirigeants visionnaires comme ça, comme vous, qui avez pu comprendre cette problématique en fait territoriale. Et petit à petit, on se demande quels sont les leviers en fait pour faire changer en fait des directeurs RSE, directeurs communication ou directeurs commerciaux dans les entreprises qui finalement vont gérer les décisions et les budgets à allouer sur des actions comme ça. Et petit à petit en fait on se dit que c'est le marché, on y revient un peu trop souvent, mais finalement le marché qui demande aux entreprises de plus en plus d'avoir une notoriété d'entreprise engagée. Et on se dit que maintenant en fait ça va être ce levier-là qui potentiellement va créer un nouveau récit, mais il faut aussi sortir de la sphère des 15% de personnes à peu près qu'on représente ici qui s'intéressent à ces sujets-là et rendre aussi finalement des sujets de résilience territoriale beaucoup plus accessibles au grand nombre pour que le marché finalement s'intéresse à ces sujets-là et que la notoriété des entreprises puisse finalement passe essentiellement par le soutien à la résilience des territoires et pas forcément par le grand sponsoring sportif de grands événements comme on peut connaître. C'est vraiment ce basculement qui a peut-être lieu en ce moment et qu'on espère va faire changer les choses. Merci. J'en profite pour vous partager une URL également, qui est celle de notre site internet au Grand Rebond, sur legrandrebond.fr, parce que vous avez un onglet observatoire dans lequel maintenant on a un cas supplémentaire à documenter. Parce que l'objet de l'observatoire, c'est de manière très succincte de montrer comment des entreprises à visée régénérative agissent concrètement dans leur modèle et dans les faits, on va dire, en vulgarisant leur activité, on essaie comme ça de les identifier et de les documenter. Et donc vous avez toute une palette d'organisations qui sont inspirantes
que vous pouvez retrouver sur notre site internet legrandrebond.fr, ainsi qu'un certain nombre de vidéos, et d'ailleurs les tables rondes d'aujourd'hui, pour celles que vous n'aurez pas pu voir, puisqu'il y a beaucoup de choses en parallèle, on les mettra en ligne dans quelques jours ou semaines à l'issue du festival. Est-ce que vous voulez dans la salle qu'on fasse circuler le micro? Au fond, n'hésitez pas. Oui. Je t'en prie, prends le micro. Non, mais sur la question des entreprises et des territoires, je pense qu'il y a quand même, alors c'est peut-être très utopique, mais le territoire va être aussi la réponse pour les entreprises face aux changements qu'on identifie aujourd'hui, climatiques et plus largement environnemental. Je prends 2 exemples. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats d'un bilan carbone, vous savez que dans le scope 3, pour ceux qui sont familiers sur la partie émissions indirectes, ce qui pèse le plus, c'est le transport, les mobilités, c'est les chaînes d'appro, et cette réponse, elle sera pas uniquement à l'échelle d'une entreprise, elle est à l'échelle d'un territoire, de la manière dont il est maillé, de la manière dont il est desservi. Je prends par exemple, on a accompagné notamment un festival de musique, et clairement, le résultat du bilan carbone a engagé et a emporter un dialogue entre la SNCF, la métropole d'accueil, mais le territoire le festival est en espace rural, mais bien sûr, du coup, les gens venaient en voiture, il n'y avait pas de navette. Bon, vous voyez, tout ce qui a même été fait pour venir ici au Familistère, pour ceux qui ont pris la navette, ça fait partie de ces réflexions qui sont embarquées. En fait, donc, peut-être première réaction, ça va, voilà. Et puis, deuxième sujet, puisque il y a une table ronde cet après-midi sur l'économie circulaire. Une des réponses, sûrement, c'est aussi l'économie, c'est aussi l'écologie industrielle et territoriale, qui est une des réponses sur lesquelles les entreprises peuvent aussi agir et en embarquant leur territoire. Et le territoire a aussi encore, notamment en France, une puissance organisatrice de mise en relation, de compréhension, de mettre les bonnes parties prenantes. Et cette réponse à l'échelle d'une zone d'activité, d'une zone commerciale, etc., elle sera portée dans ce dialogue aussi entreprise-territoire, entreprise-structure d'accompagnement et peut-être de financement aussi, mais elle se fait d'abord dans ce dialogue. Et combien d'entreprises ne connaissent pas leur logique territoriale? Et je prends le dernier sujet, puisque l'adaptation, c'est quand même un des grands. Il y a des grands schémas d'adaptation, il y a des départements qui sont en catastrophe naturelle, mais il y a des entreprises qui, parce qu'elles n'ont pas été inondées, pensent que leur site n'est pas concerné. Ce n'est pas vrai. Je pense que quand même, aujourd'hui, le territoire fait quand même son grand retour, et que l'entreprise ne devrait pas faire l'économie de cette préoccupation et de cette problématique, et parce que aussi, le dirigeant, il emploie des gens sur un territoire, il utilise des transports en commun, il en bénéficie de services rendus qui sont pas forcément de la nature, mais il travaille sur un site naturel aussi. Donc voilà, je parle pas du tourisme qui bénéficie évidemment de tout ça, mais simplement pour dire que je pense plutôt qu'on fait un retour vers les territoires, en tout cas c'est une impression qu'on a côté BPI France, et qu'on appelle via notre plutôt pilier relocalisation, réindustrialisation au cœur des territoires. Et Nicolas Dufourcq a l'habitude de dire que BPI France, c'est la banque publique d'investissement de BPI France, toute la France, donc y compris de ces territoires les plus reculés. Merci. Oui, Emmanuel, tu passes sur un autre créneau pour prendre la parole. Merci pour ton témoignage, tes éclairages. Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose? Peut-être juste pour rebondir sur la question des leviers, comment convaincre un chef d'entreprise au-delà de son propre intérêt, etc. Je pense qu'il y a des facteurs externes. Je l'évoquais rapidement, mais la réglementation qui évolue, en fait, il y a plusieurs façons de le voir, mais c'est aussi l'occasion. En fait, cette réglementation va vraiment bousculer pas mal les pratiques, et du coup, c'est l'occasion aussi de faire autrement et de bouger un peu les façons de procéder, de produire de la donnée, du reporting. Ça oblige à faire dialoguer, ce que je disais, différentes directions, etc. Et ça oblige l'entreprise à être forcément à l'écoute de ses parties prenantes, parce que c'est des enjeux, d'éclairer certains enjeux. On parle de double matérialité, de risques pour l'entreprise et pour l'environnement. Et du coup, il y a
cette réglementation, elle peut être l'opportunité de réinventer une façon de faire. En tout cas, moi, je pense qu'il faut le voir comme ça plutôt que la calamité qui s'abat sur sur nous. C'est un premier levier et après, je pense que tout ce qui est de nature à effectivement décentrer d'une vision purement de l'entreprise juste sur son simple périmètre, mais effectivement le dialogue avec les parties prenantes internes. Je parlais des IRP tout à l'heure, mais il y a beaucoup de collectifs de salariés qui se créent dans des entreprises. Alors peut-être que je parle des entreprises d'une certaine taille, c'est pas forcément applicable partout, mais il y a des aspirations en fait à faire bouger, et donc ça c'est aussi de nature à faire bouger un chef d'entreprise qui serait peut-être pas sur ce chemin-là. Donc je pense que ça c'est aussi un levier très puissant, parce que c'est aussi des sujets de motivation des équipes, de valeurs, envie d'être un peu en cohérence avec ces valeurs. Et puis, oui, le dialogue avec les parties prenantes externes risque aussi d'image, risque à ne pas s'ouvrir à son territoire, à nos acteurs de son territoire, et à s'enfermer sur un schéma. Voilà, c'est un peu généralisé, mais je pense que c'est des vrais leviers qui permettent d'agir et qui sont de plus en plus importants, en fait. Vous l'avez dit, les enjeux de filière sont importants, parce qu'effectivement, une entreprise ne peut pas réinventer toute sa chaîne de valeur toute seule dans son coin. Xavier Roy, qui est sur la table ronde de territoire en transition, dirige le réseau France Cluster, qui réunit à peu près 400 pôles de compétitivité et fédérations professionnelles, donc vraiment les filières dans les territoires. Comme on va bientôt passer à l'heure du déjeuner, qui va être aussi un temps de networking, n'hésitez pas à échanger avec lui sur ces questions de filière, parce que c'est leur sujet cette année. Chez France Cluster, ils vont traiter de l'économie circulaire avec tous les réseaux de filières professionnelles dans les territoires. Donc ça peut être un sujet à explorer tout à l'heure. Monsieur, vous vouliez rajouter un mot? Oui, allez-y. C'est pas une expérience, parce que moi je suis consultant indépendant, je n'ai pas les responsabilités d'une entreprise textile, hein, et c'est absolument remarquable ce que vous avez fait. Bon, moi j'ai une question, c'est sur la montée en généralité de ce type de modèle. Voilà. De votre point de vue, parce que si on considère que c'est une solution incontournable par rapport aux défis que l'on rencontre, qui sont climatiques et pas seulement, comment on monte en généralité? Est-ce qu'il faut privilégier la norme, la réglementation, la loi, l'exemplarité ou le rapport de force? Voilà, c'est-à-dire comment on passe de la marge à la centralité de ce dispositif. Je suppose que les uns et les autres, vous y réfléchissez beaucoup. Au-delà de la logique des écosystèmes, de la mise en réseau, etc. Je veux dire, parce que bon, je ne sais pas ce que c'est qu'une entreprise. Je ne sais pas comment on transforme Total Energy en entreprise régénérative. Vous voyez, peut-être, mais bon. Voilà. Et ça m'amène à une deuxième question qui est un peu théorique, c'est ces entreprises régénératives qui peuvent être corporate ou dans l'économie sociale et solidaire, comment elles se positionnent par rapport à l'économie française et mondiale qui est principalement capitaliste? C'est-à-dire, est-ce que c'est du néo-capitalisme, de l'anticapitalisme, du post-capitalisme? Alors, on peut considérer que c'est un débat théorique assez abscon et dépassé, hein. Mais on voit bien, y compris dans le monde de l'économie sociale et solidaire, autour des débats qu'il y a eu dans le mouvement Impact, autour de la notion d'entreprise sociale, bon, il y a une certaine porosité entre des logiques, on va dire, sociales et solidaires et des logiques capitalistes, fussent-elles habillées d'un nouveau langage. C'est une très bonne question. Là, je vais pas faire de philosophie et je vais reprendre un peu les propos de Sylvain Brozard. Comme je l'ai dit, il faut qu'on gagne de l'argent. Et c'est pas mal de gagner de l'argent, parce qu'on sait comment on le redistribue. Et c'est plus équitable. Il y a moins d'écart entre les multimillionnaires qui n'arrêtent pas de s'enrichir et ceux que j'emploie, qui ont du mal à faire boucler les fins de mois. Donc,
moi, je dis, une entreprise, elle doit gagner de l'argent pour pérenniser. Et comme je suis fier du modèle que je porte, oui, j'ai même la pression, parce que dans la nouvelle version, on est un témoignage de pionnier. Donc, il y a peu de honte à gagner de l'argent. Et maintenant, je le dis, on reprend pas le dividende, mais on en reprendra peut-être un jour aussi. Après, c'est un partage équitable des richesses, tout simplement. Et donc, pour moi, je me pose même plus la question économie post-capitalistique, etc. Non, c'est un partage équitable des richesses, mais oui, il faut gagner de l'argent. J'ai un objectif, dans mes 8 enjeux stratégiques, j'ai un objectif de rentabilité, ça c'est sûr. Pas de croissance, c'est pas une finalité en soi pour moi, mais rentabilité, oui. Voilà. Lorraine. Puisque je suis nommée, j'y vais. Non, mais je vous remercie pour la question. Effectivement, c'est un débat absolument passionnant auquel je vais pas pouvoir apporter beaucoup d'eau au moulin, parce que tout simplement parce que je suis pas économiste déjà. Je pense qu'il y a une partie de la réponse qui s'écrit aussi dans les livres et dans la science économique, mais les sciences économiques qui arrivent à rebours souvent des innovations qui existent. Et au-delà de la question, évidemment, je rejoins parfaitement, c'est logique, ce qui vient d'être dit, puisque Sylvain Banzard a été à la présidence du CJD au moment où il a écrit son bouquin. Pour le coup, la question, c'est à quel moment on ne confond plus le moyen et la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un rapport de force entre l'argent comme une fin et puis l'argent comme un moyen. Bon, au CJD, la réponse, elle est dans notre texte fondateur, puisque l'argent ne peut pas être autre chose qu'un outil au service du bien commun. Sinon, on sort du principe éthique qui a fait naître le mouvement. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est bien joli. Comment est-ce que ça marche en entreprise concrètement? Eh ben, ça va marcher à l'échelle, encore une fois, je reboucle, mais à l'échelle du partage de la valeur, à l'échelle du partage de la gouvernance. On se met au service et le dirigeant d'entreprise a la responsabilité, je parle vraiment du dirigeant d'entreprise en tant que tel, déjà, a la responsabilité de se mettre au service de ses équipes, du projet de l'entreprise. Et puis on a aussi tout un courant, alors que je vous laisserai déterminer s'il est capitaliste ou pas, encore une fois, mais tout un courant de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération que vous connaissez du coup, que si certains d'entre vous ne connaissez pas, allez voir de ce côté-là, c'est hyper intéressant. C'est en gros questionner la fonctionnalité de ce qui est produit, y compris en termes de services, et de le faire de manière coopérative sur les territoires. Donc c'est sur les territoires et c'est au sein de l'entreprise, évidemment. Et en fait, on gagnera à faire monter ces modèles-là en partant aussi de ce qui se passe à l'échelle de l'organisation, qu'elle soit SCOP, SIC, SARS, SAS, de toute façon à l'échelle de l'organisation humaine. En travaillant sur l'intelligence collective, en travaillant sur le partage de la gouvernance, nos JD le font, Vraiment, je dis ça, c'est pas, on a un baromètre qui passe régulièrement, on sait qu'on a au moins une moitié des JD qui met en place des dispositifs. JD, c'est jeunes dirigeants, c'est adhérents, pardon pour le jargon, qui mettent en place des dispositifs de partage de la valeur au-delà des primes. Et en fait, c'est en faisant monter cette intelligence collective-là qu'on transforme les institutions. Je dis, c'est vraiment pas le monde des bisounours, c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain, quoi. Et donc, à partir de là, il faudra qu'on re-questionne quels sont les statuts, quels sont les courants de pensée, quels sont les équilibres. Et puis, sur la question du rapport de force, faut pas être naïf. Moi, en plus, je réponds en tant que responsable de l'influence. Il y a des personnes qui veulent pas y aller. Mais comme après, chacun sa méthode, et il faut de tout type de méthode pour amener ce progrès-là. Ce qui est sûr, c'est que les scientifiques nous le disent et la planète nous le dit. Actuellement, on parle là, il fait 50 degrés en Inde et 48 degrés 5 au Mali. Chez nous, il pleut. Bon. Mais pour le coup, on le sait qu'il faut y aller. Enfin, voilà, c'est plus démon. Aujourd'hui, on ne peut plus dire l'inverse. Il faut aller vers des systèmes qui respectent la biosphère. Bon, voilà. Et après, chacun sa méthode, et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, qui nous permet d'avancer vers ça. Je vais repasser le micro dans la salle. Alors, comme vous avez pris la parole, on va vous le passer juste après. Vas-y. Alors, j'ai été obligé de m'absenter, donc je ne sais pas si c'est redondant ce que je vais dire. On parle beaucoup de public, on parle de privé, beaucoup de public ou de privé, et je ne sais pas si dans le cadre du monde de l'entreprise, la notion de commun, sinon vous est familière, ou simplement vous avez commencé à pouvoir l'explorer. Je me réfère particulièrement à un auteur quand même qui est assez connu au niveau international, et francophone, qui s'appelle Michel Bowens, qui a mis en place la fondation Peer-to-Peer Foundation et qui fait vraiment des publications assez extraordinaires et qui offre vraiment dans son approche, et là sur un plan international, on peut vraiment s'inspirer de tout ce qui se fait par ailleurs, justement cette troisième approche qui est des communs. Donc j'aimerais vous questionner à cet endroit-là, d'autant plus que il y a quelque chose au niveau institutionnel qui est en train de bouger, c'est une porte qui est en train de s'entrouvrir, Vous le savez peut-être, l'ADEME a lancé il y a
3 ans et encore l'année dernière, un appel à commun. Ce n'est pas un appel à projet, c'est pas un ami, c'est un appel à commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va être produit est sur un socle de confiance juridique. Et c'est cette dimension qui n'est pas abordée, je trouve, souvent quand on parle de confiance, parce que pour moi c'est essentiel dans toutes les relations, avec toutes les parties prenantes, qui deviennent du coup des parties donnantes, c'est que tout ce qui est produit est sous licence open source en CC BY SA. Alors souvent on associe l'open source à la gratuité, ce qui est un malentendu majeur, là où effectivement il y a vraiment quelque chose à imaginer. Voilà, je questionne. Merci. Alors les communs, effectivement, ont été abordés tout à l'heure autour de l'intervention d'Emmanuel, mais peut-être que quelqu'un voudra rajouter un mot. Et dimanche, la table ronde de synthèse de clôture du festival sera animée par Benjamin Coria, qui est un spécialiste de la question des communs, justement. Et vendredi, une des thématiques sont les communs de proximité. Donc c'est effectivement un fil rouge un petit peu du festival. Est-ce que vous voulez rapporter une petite précision par rapport à ce qui a été dit, ou on prend le... Au sein de nos travaux, je peux parler comme ça. On a des travaux un peu de recherche et de réflexion au comité 21 autour de la question de qu'est-ce que ça veut dire changer de modèle. C'est souvent un peu la phrase comme ça qu'on dit en fin de discours, mais tout ça, il faut changer de modèle. Il nous faut un nouveau modèle, comme si ça allait arriver comme ça. Et donc, en fait, on explore un peu ce que ça veut dire pour nos différentes familles d'acteurs que sont les entreprises, les collectivités, etc. Et forcément, ça nous amène à réfléchir autour de cette notion de commun. Donc, on s'en inspire, on lit beaucoup. Bon, pour l'instant, c'est un travail en cours de finalisation. Donc, voilà, mais il sera publié prochainement et on s'inspire beaucoup de cette philosophie. Je voulais donner un exemple en fait sur notre territoire dans la Somme de la fabrication distribuée qui est justement un principe de commun, c'est-à-dire que s'il y a une entreprise qui conçoit un meuble par exemple dans la Somme, il pourra être fabriqué par une entreprise dans, je sais pas, à Toulouse par exemple, gratuitement, parce que on n'a pas vocation à vendre un meuble forcément. Le meuble, il est fabriqué avec les ressources du territoire pour le territoire, et il n'a pas forcément vocation à être fabriqué par exemple à Amiens pour aller le transporter ensuite à Toulouse. Et puis l'entreprise de Toulouse qui va elle-même fabriquer un autre meuble pourra aussi donner sa conception à l'entreprise amiénoise qui pourra ensuite le vendre sur son territoire. Donc ça s'appelle la fabrication distribuée. Et sur le sujet de la fabrication distribuée ce matin, donc toujours sur Territoire en transition, la table ronde était animée par Pascal Desfarges du département des Petits Mondes, qui accompagne énormément de projets de communs de proximité et autour notamment de la fabrication distribuée, avec des belles histoires à partager. Donc n'hésitez pas à aller voir Pascal aussi Desfarges tout à l'heure. Tu voulais rebondir ? Non, mais du coup, je voulais confirmer, puisque nous, on travaille beaucoup avec l'ADEME, et donc on a certains des outils qu'on co-construit avec eux qui sont sous licence Creative Commons. Donc, on s'inscrit aussi petit à petit dans cette philosophie et état d'esprit peut-être même plus, puisque c'est quelque chose qu'on a découvert notamment, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on fédère un écosystème de bureaux d'études qui réalisent pour le compte de BPI France et l'ADEME les Diag Actions dont on parle. Ces bureaux d'études, on en a près de 1200 qui sont répartis sur tout le territoire. Et y compris en Outre-mer, on oublie souvent, mais qui est quand même important aussi pour nous. Et c'est vraiment ces bureaux d'études dont on a découvert l'état d'esprit, notamment par exemple si je prends des exemples très concrets, vous savez que les bilans carbone, ils font aujourd'hui encore, il y a encore beaucoup d'hypothèses. On me disait tout à l'heure qu'on était aussi sur une matière vivante qui continue à se construire, et du coup qui se construit aussi avec des bureaux d'études qui réfléchissent, des associations qui réfléchissent, des think tanks qui réfléchissent. On change les facteurs d'émission, on repense une méthode de calcul, on met en commun. Voilà, j'ai fait une analyse de cycle de vie sur un jean. Et ben, on va pas la recommencer 15 fois, en fait, cette analyse, puisque les hypothèses, on les connaît maintenant. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert dans l'état d'esprit des bureaux d'études, qu'on côtoie maintenant au quotidien, et qui, du coup, était aussi un écosystème très bouillonnant et qui, à mon sens, participe aussi à ce récit commun qu'on est en train de construire autour de la mise en transition des entreprises, où il y a
certes, parfois, il y a toujours la logique de rentabilité, donc parfois une petite logique de concurrence, mais finalement pas tant, puisqu'il y a tellement à faire pour les accompagner que c'est plutôt un état d'esprit de mise en commun des savoirs et surtout de l'évolution de ces savoirs et de travailler ensemble. Et je prends un dernier exemple, ça peut être aussi certains bureaux d'études qui gratuitement sont prêts à relire les travaux de leurs collègues pour vérifier à la fois la qualité, mais pas tant dans un esprit de contrôle, mais de partage et de monter en compétences tous ensemble. Et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, via les Diag Action Climat, on vit un peu cette aventure du commun, ADEME et bureau d'études. Très bien. Vous vouliez reprendre la parole? Ouais, mais c'était pour parler de justement quand on met en place des bonnes pratiques en entreprise ou du partage territorial de la valeur ou des formes d'engagement, c'est comment ensuite valoriser ça. Valoriser ces formes d'engagement sincères et souvent ce qui revient c'est les données d'impact je sais pas si dans vos métiers dans vos différents métiers vous avez des retours d'expérience ou des exemples concrets d'outils qui permettent sur les sujets un peu plus complexes justement, quand on sort du carbone et il commence à y avoir des modèles sur la biodiversité, mais quand on est sur des logiques de là l'action que mon entreprise a mis en place, ça agit sur l'inclusion, sur la santé sur mon territoire, sur le logement sur mon territoire, et en fait on sait que la valorisation de toutes ces bonnes pratiques, des fois il y a des très bonnes pratiques dont on n'entend pas suffisamment parler. Et pour avoir des nouveaux récits aussi qui se diffusent, il faut être en capacité de partager et de valoriser ces bonnes pratiques-là. Donc, je voulais savoir si vous n'aviez pas des retours d'expérience sur justement des données, des modèles de données d'impact. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir Bilab France, qui recense toutes les bonnes pratiques des Bicorp français. Donc, il y a des choses à aller chercher. Lorraine l'a déjà dit, la question du reporting extra-financier pour les entreprises, c'est une grande question du moment qui en plus est portée par l'évolution réglementaire et la CSRD qui va obliger toutes les entreprises de plus de 250 personnes à terme à adjoindre à ce qu'on connaissait bien à leur déclaration, à leur rapport d'activité, tout un volet extra-financier. Et la CSRD, elle n'est pas uniquement environnementale, comme certains pensent, parce qu'elle a mis un petit coup de pied dans la fourmilière sur les impacts environnementaux, mais en fait, il y a le social et le sociétal est tout aussi important, et la gouvernance des affaires, comme l'a dit Frédéric. C'est le grand chantier des banques en ce moment. Vous l'imaginez bien, des investisseurs. Comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on valorise différemment une prise de participation, comment est-ce qu'on finance différemment des projets. Je pense que en tout cas, je parle de BPI France. On construit nos outils, dans le cadre aussi de ce que la BCE demande, puisque vous le savez, je crois que c'est un peu la démonstration du jour. Personne ne vit en dehors d'un écosystème. Donc, on a un écosystème bancaire, on a un écosystème de réglementation. Donc, je pense que ça, tout le monde cherche. Il y a certains indicateurs qui maintenant vont être fixés. Sur la biodiversité, il va falloir savoir quel est l'impact sur les zones protégées. On va tous se poser les questions et essayer d'y arriver. La question de l'emploi des femmes, de la répartition et du niveau de salaire. Vous voyez, il y a des choses qui sont très existantes et qui étaient encore peu ou pas appliquées par les entreprises, mais prévues par la loi française. Donc, je pense qu'on est sur une évolution qui est plutôt positive. Il faut pas que ce soit le seul et unique driver, le KPIs. Et comme on l'a dit, l'indicateur clé, il faut vraiment que ce soit d'abord quelque chose qui est vécu dans l'entreprise et qui surtout se prolonge. Un bilan carbone, c'est super, mais ce qui compte, c'est la trajectoire. Je pense que c'est aussi tout ça qu'on est en train de regarder, de vérifier, de voir comment on évalue. On a parlé de beaucoup de diagnostics, nous, c'est ce qu'on fait, mais on vous a jamais parlé d'évaluation de la mise en œuvre. C'est aussi le deuxième grand chantier, c'est-à-dire que cette trajectoire dans le temps, comment elle se concrétise, comment elle se traduit, y compris dans des logiques CAPEX, OPEX et autres. Et donc ça, c'est le travail de tous ces acteurs, je pense, qu'on est aujourd'hui, et je crois qu'on se nourrit des travaux des uns des autres. Sébastien, je crois que tu voulais dire un mot. Après, il y a Lorraine, et puis on prendra une dernière question. Ouais. Moi, je voulais juste te donner un exemple très concret que j'ai vécu il y a 15 jours. En fait, comment inciter les entreprises à
se développer dans ce sens-là. Il y avait un chef d'entreprise qui disait très fièrement, moi, les journées enfants malades, il y en a 0 dans mon entreprise. Et donc tout le monde était interpellé. Ah bon, mais pourquoi il y a pas c'est 3 jours minimum normalement. Et il dit oui, mais moi, si l'enfant, si le papa ou la maman, il a besoin de rester 4 jours auprès de son enfant, il restera 4 jours. Voilà. Et donc il nous dit mais donc il y a des gens qui doivent abuser. Et il me dit mais non, puisqu'en fait l'enfant il dort ou enfin voilà, il a pas besoin d'un accompagnement toute la journée. Et très souvent en fait, le collaborateur il va travailler, il va télétravailler en fait, et il se pose plus la question de se dire est-ce que je vais devoir rattraper, je suis obligé de rester avec mon enfant, je dois être absent 3 jours, je vais devoir rattraper le travail derrière. Il se dit je fais mon travail et puis je suis là pour mon enfant s'il a besoin. Et le patron, il sait que son collaborateur, il est en priorité pour son enfant, il va pas le déranger, mais il sait aussi que le collaborateur va faire son travail de chez lui. Et s'il doit rester une semaine, il restera une semaine, il n'y a pas de problème. Donc c'est un exemple très concret et il a convaincu tous les autres autour de la table. Voilà. Lorraine, on vous mettra à disposition aussi le replay de la table ronde qui s'est terminée sur le management de l'entreprise de nouvelle génération. Ouais, j'aurais bien aimé l'avoir celle-là. Tu l'auras. Merci. Oui, alors du coup pour rebondir, le travail de capitalisation et de faire la preuve de ce qu'on fait, il est évidemment absolument indispensable pour la question des récits, mais aussi pour la question du transfert. Parce qu'en fait, on a il faut pas qu'on ait non plus à l'esprit que le tissu économique est constitué uniquement de gens qui veulent pas y aller. C'est-à-dire qu'on a l'impression potentiellement, et je pense qu'au-delà des 15% que vous signalez, sans doute que les 85 autres pourcents ont l'impression que le tissu économique veut pas y aller. En fait, est-ce qu'on peut y aller? Comment on peut y aller? C'est plutôt ces questions-là, en fait. Et du coup, ça nécessite de faire la preuve. Ça nécessite d'avoir de la capitalisation. Ça nécessite d'avoir des outils de diag. Ça nécessite d'avoir la confiance des partenaires financiers, d'avoir des banques qui nous suivent. C'est le nombre de projets qu'on a au CJD qui manquent de s'écrouler pour 10 000 euros ou pour 5 000 euros. Voilà, c'est des efforts de trésorerie parfois simplement. On a des modèles économiques qui ont été transformés et qui ont nécessité de déposer le bilan 2 fois. Parce que le modèle économique ne tenait pas. Donc en fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on y va et c'est faire la preuve de tout ça. Donc pour répondre de manière très concrète, on avance avec des organismes de recherche. C'est aussi des mondes qui ne se connaissent pas. Le monde de la recherche, le monde de l'entrepreneuriat. L'économie sociale et solidaire nous aide beaucoup là-dessus parce que le monde de la recherche est souvent plus interpellé facilement, en tout cas plus interpellé par l'ESS que par l'entrepreneuriat classique. On avance aussi là-dessus. On est en partenariat avec l'AIMS, l'Association internationale du management stratégique, par exemple, sur les impacts de partage de la gouvernance sur, déjà, l'organisation sociale entreprise. Alors, l'idéal, ce serait d'élargir à l'ensemble des parties prenantes, et c'est vers ça qu'il faut qu'on tende. Il me semble, à mon aune, mais elle est sans doute incomplète, que c'est pas encore suffisamment large pour qu'on ait des modèles types. Mais restons en lien, si on en entend parler, on se les fera passer. Oui, je voulais juste, il y a des gens un peu modestes dans la salle. Il y a une super base pour trouver des exemples qui s'appelle la base Impact avec SINDOP et le Rabot. Donc, je vous conseille d'aller voir. Il y a plusieurs centaines, on en est à 500 ou plus de 500 exemples. J'ai pas le décompte récent, mais l'ambition était en fin de cette année d'être à 1000. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de bonnes idées à aller chercher là-bas. Merci. Donc, base Impact avec le Rameau. Oui, c'est pas une question, c'est une petite réflexion qui me vient en écoutant et puis par rapport à ce à quoi je suis confronté dans des projets et notamment la mise en place actuellement d'une fondation territoriale dans le département de la Vienne en lien avec les collectivités locales, les associations, une initiative incubée dans la section JD locale. Voilà. Et sur ces enjeux des communs, mais aussi pour le faire ensemble qui est nécessaire. Ce qu'on perçoit, c'est on parle de dialogue partie prenante, on parle de centrage aussi, mais ce qu'on perçoit, et je vais rebondir sur ce que tu disais Frédéric tout à l'heure sur le décentrage, c'est l'importance d'accompagner l'ensemble des acteurs à ne plus à arriver sur une métaposition en fait, à ne plus voir le monde par ses yeux, mais à mieux partager les visions de tous et pas simplement mes parties prenantes. C'est pas mes parties prenantes, c'est je suis une des parties prenantes du territoire parmi tant d'autres et j'ai la vue globale, mais j'ai pas la vue globale depuis ma position. Et ça, c'est un sujet qu'on est en train de travailler. Bon, je voulais vous partager.
Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le perspectivisme, qui décrit ça. Est-ce que vous voulez rajouter un tout dernier mot? Et puis sinon, on va se donner rendez-vous au bar et au food truck. C'est bon pour vous. Merci pour votre participation, votre présence, et puis pour la qualité de vos interventions.